Le soleil venait à peine de dorer les toits de Paris qu'Alexandre Lemaire quitta son hôtel particulier du 16e arrondissement pour se diriger vers le garage. La réunion avec les investisseurs japonais était fixée à 8h et il aimait arriver au bureau avant tout le monde. Cela faisait partie de sa routine impeccable, celle-là même qu'il avait propulsée au sommet avant l'âge de 35 ans. « Bonjour, monsieur le maire », le salua le chauffeur, tenant déjà la portière de la berline ouverte. « Bonjour, Jean-Pierre », répondit-il, vérifiant machinalement ses emails sur son téléphone en montant à bord du véhicule. S'installant dans le siège en cuir, Alexandre sentit quelque chose de différent dans l'air. Peut-être était-ce le ciel d'un bleu inhabituel pour cette période de l'année, ou le silence des rues encore désertes, mais il y avait une étrange sensation, comme si l'univers retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. La berline glissa en douceur à travers les grilles de la propriété et s'engagea sur l'avenue principale. Alexandre resta absorbé par son téléphone jusqu'à ce que Jean-Pierre freine brusquement, lui arrachant un grognement d'irritation. Qu'est-ce que c'était que ça? « Désolé, monsieur, » répondit Jean-Pierre en montrant l'avant de la voiture. « Des enfants en pleine rue. » Alexandre regarda par la fenêtre et vit deux petites filles debout devant la voiture. Elles avaient des cheveux châtains, en désordre, et portèrent des vêtements élimés, bien trop grands pour leur corps minuscule. Elles ne pouvaient pas avoir plus de 5 ans. « Qu'est-ce qu'elle fabrique seule à cette heure de la matinée ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le chauffeur. Les fillettes ne bougeaient pas, se contentant de se tenir là, main dans la main, fixant la voiture comme si elles attendaient quelque chose. Alexandre soupira profondément. « Attendez ici, » ordonna-t-il, et il sortit du véhicule. L'air matinal était frais, et il ajusta sa veste de costume italien sur mesure en s'approchant des enfants. C'étaient des jumelles identiques, réalisa-t-il. Elles avaient de grands yeux sérieux, des traits délicats et une expression de détermination qui semblait déplacée sur des visages si jeunes. « Vous ne devriez pas être à l'école » demanda-t-il fermement, mais sans dureté. « Où sont vos parents » L'une des fillettes fit un tout petit pas en avant. « Je m'appelle Émilie » dit-elle, sa voix étonnamment claire. « Et voici ma sœur, Sophie. » Elle désigna la jumelle, qui l'observait avec des yeux un peu plus méfiants. « Notre maman est au ciel. » Alexandre sentit un serrement involontaire dans sa poitrine. Orpheline. Il connaissait trop bien ce sentiment. « Je suis désolé, » dit-il en adoucissant son ton. « Mais vous ne devriez pas être avec un adulte? C'est dangereux pour deux petites filles d'être seules ici. »« Nous avons besoin de votre aide, » dit Sophie, parlant pour la première fois. Sa voix était légèrement plus grave que celle de sa sœur. « Vous avez l'air gentil. » Il y avait quelque chose dans la sincérité de l'enfant qui le déstabilisa. Alexandre regarda autour de lui, cherchant un adulte qui pourrait superviser les filles à distance, mais il ne vit personne. « Mon aide, pourquoi ?» répondit-il en consultant sa montre. Il commençait à être en retard. Émilie ouvrit le petit sac à dos usé qu'elle portait et en sortit un cahier délavé aux pages volantes. « Nous voulons que vous écriviez une lettre à notre maman, » expliqua-t-elle en lui tendant le cahier. « Nous ne savons pas encore très bien écrire. » Alexandre regarda la fillette, puis le cahier, puis Jean-Pierre qui attendait patiemment derrière le volant, et de nouveau les filles. La situation était absurde. Il avait une réunion qui pouvait définir l'avenir de son entreprise, et il se tenait là, sur le trottoir, abordé par deux enfants qui voulaient qu'il écrive une lettre à quelqu'un qui n'était plus de ce monde. « Écoutez, je dois vraiment y aller. »« S'il vous plaît, » insista Sophie, ses yeux se remplissant soudain de larmes. « Maman attend. » Quelque chose dans le désespoir contenu de ces mots le frappa. Il se souvint de lui-même, un garçon maigre mendiant des miettes d'attention. Il soupira de nouveau. « 5 minutes, » céda-t-il en désignant un banc tout proche. « Allons nous asseoir là-bas. » Les filles esquissèrent des sourires identiques qui illuminèrent leurs visages sales et le suivirent jusqu'au banc. Alexandre s'assit au milieu, une jumelle de chaque côté. Émilie lui tendit le cahier et Sophie sortit un crayon bien usé de la poche de sa robe. « Qu'est-ce que vous voulez lui dire ?» demanda-t-il, se préparant mentalement à écrire quelque chose de court pour en finir rapidement.
qu'elle nous manque beaucoup, commença Émilie. Énormément, répéta Sophie en regardant les nuages comme si elle pouvait voir leur mère à travers eux. Et qu'on garde toujours sa photo sous notre oreiller, continua Émilie. Sophie plongea la main dans sa poche et en sortit une photographie pliée et froissée. « Tenez, dit-elle en la tendant à Alexandre. Comme ça, vous saurez comme elle est jolie. » Alexandre prit la photo par pure courtoisie, prêt à noter tout ce que les filles dicteraient. Mais lorsqu'il déplia le papier et que ses yeux se posèrent sur l'image, le monde sembla s'arrêter. C'était le visage d'une jeune femme aux cheveux châtains, comme les filles, arborant un sourire qu'il connaissait mieux que son propre reflet dans le miroir. Sarah. L'air lui manqua, comme s'il avait reçu un coup de poing. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable, et avant qu'il ne puisse se retenir, une larme glissa sur sa joue. Il l'essuya rapidement, mais il ne put empêcher la boule qui se formait dans sa gorge. Sarah Moreau. Sa Sarah. « Vous pleurez ?» demanda Émilie en se penchant pour mieux voir son visage. Alexandre ne pouvait pas parler. Les souvenirs affluaient, Sarah partageant son déjeuner avec lui quand il s'était enfui de chez lui, affamé, Sarah nettoyant ses blessures après les coups de son père, Sarah lui tenant la main à l'enterrement de sa propre mère, Sarah l'encourageant à accepter une bourse d'études, même si cela signifiait partir. « Vous connaissiez notre maman ?» demanda Sophie, ses yeux s'écarquillant de surprise. Alexandre déglutit difficilement et hocha la tête, toujours incapable de former des mots. « Nous étions, commença-t-il, la voix brisée. Nous étions amis, il y a très longtemps. » Les jumelles échangèrent un regard étonné, puis se rapprochèrent de lui, soudainement curieuses. « Vraiment ?» s'exclama Émilie, les yeux brillants. « Comment vous l'avez rencontré ?» « Plus tard, dit Alexandre, en repliant soigneusement la photo et en la rendant à Sophie. Le passé pouvait attendre. Maintenant, il devait comprendre la situation de ses filles. Depuis combien de temps est-elle partie ? 2 mois, 3 semaines et 4 jours, répondit Émilie promptement. On compte chaque jour. Alexandre ferma les yeux un instant, essayant de digérer l'information. Sarah, partie. Ses filles, laissées seules. « Où habitez-vous » demanda-t-il, une alarme soudaine parcourant son échine. « Qui s'occupe de vous ?»« Au 37, rue des Amandiers, appartement 2C, » répondit Émilie, comme si elle avait mémorisé l'adresse. « On s'occupe de nous-mêmes. On sait faire des pâtes instantanées et tout. » La fierté dans sa voix fut comme un couteau dans le cœur d'Alexandre. Des enfants de 5 ans, seuls, cuisinant pour survivre. « Mais les voisins aident, » ajouta Sophie. « La dame du 3A laisse parfois de la nourriture devant notre porte. » Alexandre se leva brusquement, glissant la photo dans la poche intérieure de sa veste. La réunion avec les investisseurs japonais, les millions en jeu, tout semblait insignifiant maintenant. « Écrivons cette lettre, » dit-il en se rasseyant. « Ensuite, je vous ramène à la maison. » Les filles dictèrent leurs mots de manque et d'amour, racontant à leur mère leur journée, à quel point elles étaient courageuses, parlant des étoiles qu'elles croyaient maintenant être ses yeux. Alexandre nota chaque mot, luttant contre l'émotion qui menaçait de déborder. Quand il eut fini, Sophie le regarda timidement. « Vous pouvez signer aussi ?» demanda-t-elle. « Pour que maman sache qu'on a un nouvel ami. » Alexandre hésita, puis signa son nom à la fin de la lettre. Une autre boule se forma dans sa gorge en pensant à toutes les années passées sans contacter Sarah. S'il était resté en contact, peut-être serait-elle encore en vie, peut-être que ses filles ne seraient pas seules. « Allons-y, » dit-il en se levant et en offrant ses mains aux filles. « Ma voiture attend. » Alors qu'ils marchaient vers la berline, Sophie serra sa main fermement et leva les yeux vers lui. « Maman a dit qu'un ange viendrait pour nous, » dit-elle doucement. Peut-être que c'est vous. Alexandre sentit un frisson le parcourir. Il n'était pas un ange, loin de là. Il n'était qu'un homme qui avait oublié son humanité au milieu de la richesse et du pouvoir. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il faire ce qui était juste, maintenant. « Je vais vous aider, promit-il, en leur ouvrant la portière. » D'une manière ou d'une autre, pendant que les jumelles s'installaient dans les sièges en cuir, Alexandre donna des instructions à Jean-Pierre et envoya un message pour annuler la réunion.
Certaines choses étaient plus importantes que les affaires. Sarah le lui avait appris autrefois, et maintenant, à travers ses filles, elle semblait le lui réapprendre. La berline s'arrêta devant un immeuble délabré de la rue des Amandiers. Alexandre observa par la fenêtre la structure décrépite, aux murs écaillés et aux fenêtres rafistolées avec du ruban adhésif, un lieu où l'espoir semblait aussi rare que le confort. « C'est ici », dit Émilie en ouvrant déjà la portière. « 3e étage, appartement 2C. » Alexandre hésita. Une partie de lui voulait monter, voir comment elle vivait, faire quelque chose immédiatement. Mais une autre partie, peut-être la peur, peut-être la culpabilité, le cloua au siège en cuir. « Vous êtes sûr que ça ira toute seule ?» demanda-t-il en regardant les 2 petites silhouettes sauter sur le trottoir fissuré. Sophie hocha la tête, ajustant le sac à dos usé sur son épaule. On est toujours d'accord. Il y avait une maturité dans ses yeux qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait avoir. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà fait face à trop de pertes. Alexandre sortit son portefeuille et en tira quelques billets. « Pour la nourriture », expliqua-t-il en les tendant à Émilie. La fillette regarda sa sœur, hésitante. « Maman a dit de ne pas prendre d'argent des inconnus, se souvint-elle. »« Mais il connaissait maman, raisonna Sophie. Ce n'est pas un inconnu. » Émilie prit l'argent et le plaça soigneusement dans la poche de sa robe usée. « Je reviendrai demain, promit Alexandre, sentant une boule dans sa gorge. « Ça ira jusqu'à demain ? On s'en sort toujours, répondit simplement Sophie. Il les regarda marcher vers l'entrée de l'immeuble, si petite face à la structure en décomposition, et disparaître par la porte. Il ne les suivit pas, il ne vit pas où elle vivait, mais dans son esprit, il imaginait déjà le pire. « Ramenez-moi à la maison, Jean-Pierre », ordonna-t-il au chauffeur, incapable de détacher ses yeux de l'entrée de l'immeuble, même après que les filles eurent disparu à l'intérieur. Pendant tout le trajet de retour vers son hôtel particulier, Alexandre resta silencieux, la photo de Sarah en sécurité dans sa poche, comme un talisman douloureux. La ville défilait en un flou à l'extérieur de la fenêtre de la berline, le contraste entre l'opulence des quartiers riches et la misère de la rue des Amandiers plus apparent que jamais. La maison d'Alexandre, un imposant hôtel particulier dans une communauté privée exclusive, ne lui avait jamais paru aussi froide et vide que lorsqu'il entra dans le grand foyer. Le marbre poli, les lustres en cristal, les œuvres d'art originales, tout semblait se moquer de lui maintenant. « Monsieur le maire, il y a un appel de… » commença sa gouvernante. « Annulez tout » l'interrompit-il en montant déjà les escaliers. « Je ne veux pas être dérangé. » Dans sa chambre, Alexandre ferma la porte à clé et se dirigea directement vers le spacieux dressing. Tout au fond, derrière des rangées de costumes italiens et de chaussures faites à la main, se trouvait une malle en cèdre qu'il n'avait pas ouverte depuis des années, la seule chose qu'il avait gardée de sa vie avant de devenir Alexandre Lemaire, l'implacable magnate des affaires. Il traîna la malle au centre de la pièce et la fixa un long moment. À l'intérieur se trouvaient tous les souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer, tous les sentiments qu'il avait appris à ignorer pour construire son empire. Avec des mains légèrement tremblantes, il tourna la petite clé dans la serrure. L'odeur du passé s'échappa alors qu'il soulevait le couvercle. Du vieux papier, des souvenirs poussiéreux, une vie oubliée. Au-dessus, il y avait une enveloppe jaunie. Alexandre l'ouvrit soigneusement, révélant une photographie. Sarah, à 16 ans, souriant sous un chêne dans le parc où ils avaient l'habitude de se retrouver. Son sourire, le même qu'il avait vu ce jour-là sur les visages de ses filles, irradiait une confiance tranquille qui l'avait toujours fasciné. « Sarah » murmura-t-il en passant ses doigts sur l'image. Le souvenir revint avec une netteté saisissante, comme si c'était hier. C'était une froide journée d'automne. Alexandre se cachait dans la petite cabane abandonnée du parc, tremblant de froid et de faim. Il s'était encore enfui de chez lui après une nouvelle raclée de son père. À 12 ans, il connaissait déjà toutes les cachettes du quartier. La porte de la cabane grinça et il se plaqua contre le mur, prêt à fuir. Mais ce n'était que Sarah, portant son sac d'école usé. « Tu saignes ?» dit-elle en montrant la coupure sur sa tempe. « Ce n'est rien » marmonna-t-il en évitant son regard.
Sarah ne dit rien de plus. Elle s'assit à côté de lui et ouvrit son sac à dos. Elle sortit un sandwich emballé dans du film plastique et le cassa en deux. « Tiens, offrit-elle une moitié. Ma mère en fait toujours plus que ce que je peux manger. » Il savait que c'était un mensonge. La mère de Sarah avait à peine assez d'argent pour nourrir sa propre fille, mais il accepta parce que sa faim était plus forte que sa fierté. Pendant qu'il mangeait, elle nettoya la coupure sur sa tempe avec un mouchoir propre. « Tu peux rester dans notre garage ce soir, » offrit Sarah comme si elle l'invitait à une fête. « Ma mère travaille de nuit, elle ne verra rien. » Alexandre la fixa, méfiant. « Pourquoi tu m'aides ?» Sarah haussa les épaules. « Parce que personne d'autre ne le fera. » Alexandre cligna des yeux, revenant au présent. Il posa la photo sur le lit et continua à fouiller dans la malle. Il trouva un vieux cahier d'école avec des notes de l'écriture ronde de Sarah gribouillées dans les marges. « Tu peux le faire, Alex, souviens-toi de la formule. » Pendant des semaines, elle l'avait aidé à étudier pour les examens, alors qu'il prétendait ne pas se soucier des notes. Un autre souvenir fit surface. « Ma mère a perdu son travail, » dit Sarah, alors qu'ils étudiaient sous la faible lumière de la bibliothèque publique. Ils avaient 15 ans et elle travaillait à temps partiel dans un restaurant après l'école. « Ça va aller ?» demanda Alexandre inquiet. Sarah haussa les épaules, mais il vit la peur dans ses yeux. « On trouvera une solution. » Cette nuit-là, il dormit sur le canapé dans la minuscule maison de Sarah. Sa mère avait accepté sa présence permanente après le 3e œil au beurre noir. Le lendemain, Alexandre trouva un travail de déchargement de caisse au marché local. Il remit son premier salaire à Sarah. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, surprise. « Le loyer » répondit-il d'un ton neutre. « Tu n'es pas obligé. »« Si, je le suis » l'interrompit-il. « Je te promets, Sarah, je ne te laisserai jamais tomber. » Alexandre déglutit difficilement, la culpabilité pesant sur lui comme du plomb. Il avait 17 ans quand il avait fait cette promesse. À 18 ans, il obtint une bourse pour une université lointaine. Sarah l'exhorta à y aller, même si cela signifiait le laisser derrière elle. « Va poursuivre ton rêve » avait-elle dit. « Je m'en sortirai. » Au début, ils se parlaient au téléphone chaque semaine, puis une fois par mois. Quand Alexandre obtint son premier stage dans une entreprise prometteuse, les appels devinrent rares. Il était trop occupé à construire sa carrière. Au moment où l'entreprise prit son envol et qu'il devint millionnaire avant ses 30 ans, les appels avaient complètement cessé. La dernière liasse dans la malle contenait des coupures de journaux sur ses succès, des articles sur le jeune prodige, des affaires que Sarah avait gardées et lui avait envoyées. Dans la dernière lettre qui accompagnait les coupures, elle écrivait « J'ai toujours su que tu changerais le monde, Alex. Je suis si fier. » Il n'a jamais répondu. Alexandre referma la malle d'un coup sec et s'assit à son bureau. Il alluma son ordinateur et commença à chercher le nom de Sarah. Il devait savoir ce qui s'était passé, comment elle avait pu se retrouver dans cette situation. Il trouva un petit avis de décès dans le journal local, daté de 2 mois. Sarah Moreau, 34 ans, assistante pédagogique à l'école primaire Lincoln, est décédée des suites de complications d'une pneumonie. Elle laisse derrière elle 2 filles jumelles, Émilie et Sophie, âgées de 5 ans. Les fillettes restent sous la garde temporaire des voisins jusqu'à ce que les autorités décident de leur sort. Pneumonie. Une maladie entièrement traitable au XXIe siècle. Ses mains tremblaient alors qu'il continuait ses recherches. Il trouva une cagnotte en ligne que Sarah avait créée. Elle avait essayé de récolter des fonds pour son traitement. « Je dois rester forte pour mes filles », lisait-on dans la description. L'objectif était de 25 000 € pour l'hospitalisation et des médicaments spécialisés. Elle n'avait récolté que 3 000 €. Alexandre eut la nausée. 25 000 €, ce qu'il dépensait pour un seul dîner d'affaires, ce qu'il perdait sur un pari de golf le week-end. « Pourquoi n'es-tu pas venue me voir, Sarah ?» murmura-t-il à la pièce vide. Mais il connaissait la réponse. Parce qu'il était parti, parce qu'il avait ignoré ses lettres pendant des années, parce qu'il avait été si absorbé par son empire qu'il avait oublié la seule personne qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. La promesse brisée pesait sur lui comme un fantôme. « Je ne te laisserai jamais tomber. »
Alexandre jeta un coup d'œil à la photo de la jeune Sarah, puis à l'écran de l'ordinateur montrant les jumelles sur sa page de cagnotte. Il ne pouvait pas ramener Sarah, mais peut-être pouvait-il tenir sa promesse d'une autre manière. Il décrocha le téléphone. « Jean-Pierre, préparez la voiture pour demain matin, » ordonna-t-il. « 7 heures. J'ai quelque chose d'important à faire. » Alexandre arriva dans la rue des Amandiers avant 8 heures du matin. L'immeuble où vivaient les jumelles paraissait encore plus décrépit à la lumière du jour. Des taches d'humidité grimpèrent sur les murs extérieurs, le plâtre tombait par endroits, et certaines fenêtres étaient rafistolées avec du carton. Un instant, il hésita à l'intérieur de la berline. Il se sentait comme un intrus, ici, avec son costume à 3 000 € et ses chaussures italiennes. Mais l'image des petites filles seules le propulsa hors de la voiture. « Je reviens dans quelques heures, Jean-Pierre, » dit-il au chauffeur, puis il se dirigea vers l'immeuble. Le hall d'entrée sentait la moisissure et l'urine. L'ascenseur portait une pancarte hors service qui semblait être là depuis des années. Alexandre prit les escaliers, remarquant les marches fissurées et une rampe chancelante. Au 3e étage, il s'arrêta devant l'appartement 2C et frappa. Il attendit. Frappa de nouveau, plus fort. Rien. Une légère panique monta. Où étaient les filles? Alors qu'il s'apprêtait à frapper une 3e fois, la porte de l'appartement voisin s'ouvrit. Une femme âgée aux cheveux blancs, nouée en un chignon désordonné et portant des lunettes épaisses, le dévisagea avec méfiance. « Si vous cherchez les petites, elles sont avec moi, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme pour quelqu'un d'aussi frêle. « Ici ?» demanda Alexandre confus. « Appartement 3A, » répondit la vieille dame en indiquant sa porte. « Je suis Yvette. Je m'occupais d'elle chaque fois que Sarah devait faire des heures supplémentaires. Maintenant... » Elle ne termina pas la phrase, mais le sens était clair. « Puis-je les voir ?» demanda Alexandre, sentant un nœud dans sa gorge. Yvette l'évalua de la tête aux pieds. « Vous êtes l'homme qui les a ramenés hier. » Ce n'était pas une question, mais il hocha la tête. « Je connaissais Sarah. Nous étions amis d'enfance. » Cela sembla la satisfaire en partie. « Elles dorment encore, dit-elle, mais elle s'écarta pour le laisser rentrer. » Le minuscule appartement semblait aussi usé de l'intérieur que de l'extérieur. Le papier peint se décollait à de nombreux endroits, le canapé avait des déchirures raccommodées avec du ruban adhésif, et l'odeur d'humidité persistait. Mais c'était propre, et il y avait un effort visible pour maintenir une certaine dignité au milieu de la pauvreté. « Elles dorment là-dedans, » dit Yvette en montrant une petite pièce dont la porte était entr'ouverte. Alexandre s'avança doucement. La chambre était minuscule, probablement la propre chambre d'Yvette, avec un lit simple. Sur le sol, sur un matelas fin, Émilie et Sophie dormaient, blotties l'une contre l'autre, comme si elles ne faisaient qu'une. Une seule couverture légère les recouvrait contre le froid du matin, et entre leurs petits corps reposait le cahier usé où elles avaient écrit la lettre à leur mère. Le cœur d'Alexandre se serra. Ce n'étaient que des enfants qui avaient tout perdu et s'accrochaient l'une à l'autre comme à des bouées de sauvetage. Alors qu'il les regardait, Sophie s'agita dans son sommeil, murmurant quelque chose. Il se pencha pour mieux écouter. « Maman a dit que tu étais un ange, » chuchota-t-elle, encore à moitié endormie, dans cet état entre le rêve et l'éveil. « Mais tu as mis si longtemps à venir. » Alexandre sentit un frisson. L'enfant rêvait, évidemment. Sarah n'aurait pas pu lui parler de lui, elle n'aurait pas pu savoir qu'il se présenterait un jour. « Elles parlent toujours dans leur sommeil, » expliqua Yvette derrière lui. « Je crois que c'est leur façon de garder leur mère en vie. Depuis combien de temps sont-elles avec vous ?» demanda-t-il en reculant pour ne pas les réveiller. « Depuis que Sarah a été hospitalisée, il y a 3 mois. Au début, c'était juste jusqu'à ce qu'elle aille mieux. » La voix de la vieille femme s'éteignit. « Enfin, maintenant, j'attends que les services sociaux décident. Ce n'est pas officiel, vous savez. Je suis trop vieille pour adopter et ma santé n'est pas bonne. » Alexandre hocha la tête, comprenant la situation précaire. « Je veux aider. » Yvette sourit faiblement. « Elles ont besoin de plus de stabilité que de charité, monsieur Alexandre Lemaire. » Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. L'homme d'affaires des magazines.
Oui, Sarah gardait des coupures de journaux sur vous, dit Yvette, le regardant maintenant avec un nouvel intérêt. Elle n'a jamais mentionné qu'elle vous connaissait personnellement. Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, un bruit vint de la chambre. Les filles s'étaient réveillées. Émilie fut la première à apparaître dans l'encadrement de la porte, se frottant les yeux endormis. Quand elle vit Alexandre, son visage s'illumina. « Vous êtes vraiment revenu ?» s'exclama-t-elle en courant pour lui serrer les jambes. Sophie suivit de près, plus prudente, mais tout aussi heureuse. « Je croyais que c'était un rêve, » dit-elle, sa petite voix remplie de soulagement. Alexandre sentit quelque chose se briser en lui, un mur qu'il avait construit au fil des ans pour séparer l'homme qu'il était du garçon qu'il avait été. « J'ai promis que je reviendrais, n'est-ce pas ?» Il sourit, s'accroupissant à leur niveau. « Et j'ai une idée. Et si on allait au parc aujourd'hui ?» Le jardin du Luxembourg était presque vide à cette heure de la matinée. Alexandre regardait Émilie et Sophie courir dans l'herbe, leur rire résonnant dans l'air vif. Avec leurs vêtements en lambeaux et leurs chaussures usées, elles ressemblaient toujours à des fleurs sauvages, minuscules, résilientes, déterminées à s'épanouir malgré les obstacles. « Plus haut !» cria Émilie, assise sur une balançoire. Alexandre la poussa doucement, surpris par la légèreté qu'il ressentait. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait fait quelque chose d'aussi simple que de pousser quelqu'un sur une balançoire. Sa vie avait été une course constante de tâches importantes, de réunions décisives, de contrats de plusieurs millions de dollars. Et maintenant, il découvrait que le rire d'un enfant pouvait apporter plus de satisfaction que la conclusion de n'importe quel contrat. « À mon tour !» se plaignit Sophie en tirant sur la manche de sa veste coûteuse. Il alterna entre les deux, s'assurant que chacune avait une attention égale. C'était étrange, comme cela semblait naturel, comme si quelque chose de dormant en lui se réveillait. « Vous connaissiez vraiment notre maman ?» demanda Émilie, alors qu'il s'arrêtait pour se reposer sur un banc. Alexandre hocha la tête, sentant la boule familière dans sa gorge. « Nous étions amis d'enfance. Nous vivions dans le même quartier. »« Elle était jolie quand elle était petite ?» voulut savoir Sophie. « C'était la plus belle personne que j'ai jamais connue, » répondit-il honnêtement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les filles sourirent, fières. « Elle nous chantait des chansons tous les soirs, » dit Émilie. « Sa chanson sur un petit oiseau qui cherche son nid. Et elle me tressait les cheveux, » ajouta Sophie. « Elle disait que je ressemblais à une princesse. Elle faisait des gâteaux d'anniversaire en forme de papillon, » continua Émilie, excitée de parler de leur mère. Et elle réparait nos jouets quand ils étaient au cassé. Une par une, les petites histoires peignaient un portrait de la Sarah adulte qu'Alexandre n'avait jamais connue, la mère aimante, ingénieuse et dévouée qui faisait des miracles avec peu de moyens. « J'ai faim » annonça soudain Émilie en se tenant le ventre. Alexandre vérifia sa montre. Il était presque midi. « Allons manger quelque chose. » Il y avait un café chic de l'autre côté de la rue, mais les filles désignèrent un vendeur de hot-dog au milieu du parc. « Maman nous en achetait un parfois, » expliqua Sophie. « Les dimanches spéciaux. » Alexandre sourit et les conduisit au vendeur. Il commanda 3 hot-dogs bien garnis et des sodas, regardant les filles manger avec enthousiasme. Il toucha à peine le sien, se souvenant comment Sarah avait partagé son déjeuner avec lui quand ils étaient enfants. « Tiens, Alex, ma mère en fait toujours plus que ce que je peux manger. Ce gentil mensonge pour qu'il ne se sente pas comme un mendiant. »« Vous allez à l'école ?» demanda-t-il, réalisant que c'était un jour de semaine. Les jumelles échangèrent un regard. « On allait à la même école où maman travaillait, » répondit Émilie. « Mais après qu'elle est allée au ciel, on a arrêté. »« Personne ne nous emmène, » expliqua simplement Sophie. « Et c'est trop loin pour y aller seul. » Alexandre prit une profonde inspiration, contrôlant la colère qui montait en lui. Encore une chose qu'il devait régler. « Je veux vous emmener chez un médecin aujourd'hui, » annonça-t-il une fois qu'elles eurent fini de manger. « Pour un bilan de santé. »« On est malade ?» demanda Sophie, alarmée. « Non, c'est juste pour s'assurer que vous êtes en bonne santé, » sourit-il, essayant de la rassurer. « Et après ça, on vous achètera de nouveaux vêtements.
Ça vous dit » Les yeux des filles s'écarquillèrent d'excitation. « Je peux avoir une robe rose » demanda Émilie. « Avec des pois blancs » ajouta Sophie. « Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez » promit-il en leur tenant leurs petites mains. Quelques heures plus tard, ils étaient de retour à l'appartement d'Yvette. Les filles portèrent des sacs de nouveaux vêtements, pas autant qu'Alexandre aurait voulu en acheter, mais même ainsi, les enfants semblaient déjà submergés par la nouveauté. Le médecin privé qu'Alexandre connaissait avait confirmé que, bien que leur nutrition ne soit pas idéale, les jumelles étaient en bonne santé. Elles avaient besoin de quelques vitamines et d'un suivi dentaire, mais rien de grave. Une bénédiction, étant donné les circonstances. « Yvette, regarde ce qu'on a eu. »« Ce qu'on... » s'exclama Émilie en courant pour montrer leur nouveau trésor dès leur arrivée. Pendant que les filles exposaient avec enthousiasme chaque vêtement, Alexandre prit Yvette à part. « Pouvons-nous parler un instant ?» La vieille femme hocha la tête et le conduisit dans la petite cuisine, à l'écart des oreilles avides des enfants. « Comment Sarah a-t-elle fini ici ?» demanda directement Alexandre. « Dans cet endroit ?» Yvette soupira, s'affaissant lourdement sur une chaise de cuisine. Elle est arrivée enceinte, il y a 5 ans, cherchant un endroit bon marché pour recommencer. Elle ne parlait pas beaucoup du passé, mais on sentait qu'elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Le père des filles... « Un bon à rien !» cracha Yvette. Il s'est pointé une fois, quand les filles étaient petites. Ivre, il réclamait de l'argent. Sarah l'a mis dehors et a menacé d'appeler la police, s'il revenait. Elle secoua la tête. Il n'est jamais revenu. Et comment les faisait-elle vivre ? Avec de grands sacrifices, répondit Yvette. Elle était assistante pédagogique à l'école primaire le jour. La nuit, elle nettoyait des bureaux dans le centre. Le week-end, elle vendait de l'artisanat sur les marchés. Elle a travaillé jusqu'au dernier jour, même si elle était déjà malade. « Pourquoi n'a-t-elle pas cherché d'aide ?» demanda Alexandre, la question le hantant. « Je lui ai demandé la même chose quand la pneumonie s'est aggravée. » Yvette soupira. Elle a dit qu'elle avait déjà trop demandé aux gens. Elle avait appris à se débrouiller seule. Alexandre ferma les yeux, imaginant Sarah, épuisée, malade, se battant seule. Elle se privait de tout pour elle-même, continua Yvette. Elle raccommodait ses propres vêtements pour pouvoir acheter des livres pour enfants aux jumelles. Elle faisait durer un repas pendant des jours pour qu'elles puissent avoir des fruits. Parfois, elle disait qu'elle avait déjà mangé au travail, juste pour que les filles aient de plus grosses portions. Chaque mot était comme un coup de poignard pour Alexandre. Pendant qu'il vivait dans un hôtel particulier, avec du personnel répondant à tous ses caprices, Sarah avait lutté pour survivre. Noël dernier, continua Yvette, elle a fait de nouvelles robes aux filles avec des chutes de tissu qu'elle avait eues gratuitement dans un magasin. Elle a passé des nuits à coudre après qu'elles se soient endormies. Elles étaient si heureuses. Elles croyaient que c'était de la magie. Alexandre imagina Sarah, assise dans la pénombre, cousant tard dans la nuit, les doigts endoloris, juste pour voir le sourire de ses filles le matin de Noël. Quand elle est devenue trop malade pour travailler, elle a vendu la seule chose de valeur qu'elle avait, un collier qui appartenait à sa mère. Elle a obtenu une petite somme, mais elle a payé le loyer pour un mois de plus. Yvette essuya une larme. Elle m'a fait jurer de garder les filles ensemble si quelque chose arrivait. C'était sa plus grande peur, qu'elles soient séparées dans différents foyers d'accueil. Alexandre sentit un nœud dans sa gorge. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais contacté? J'aurais pu aider. Yvette le regarda attentivement. Elle gardait vos coupures de journaux, vous savez, des articles de journaux, des magazines. Elle les montrait aux filles en disant « Regardez comme il change le monde ». Mais je pense qu'il y avait un fossé énorme entre vous, entre votre monde et le sien. Un fossé qu'il avait lui-même construit, pensa Alexandre. Chaque promotion, chaque acquisition, chaque compte en banque, des pas qui l'éloignaient de ses origines, des gens qui comptaient. À l'hôpital, continua Yvette, quand elle était très faible, elle a parlé de vous. Elle a dit que vous aviez été comme des frères et sœurs autrefois, que vous aviez suivi votre chemin, comme il se devait. La vieille femme ajusta ses lunettes. Il n'y avait pas de ressentiment, vous savez, juste une triste acceptation que la vie sépare les gens.
Alexandre baissa la tête, incapable de supporter le poids de ces mots. Sarah avait continué à croire en lui, même quand il l'avait oublié. « Qu'arrivera-t-il aux filles maintenant » demanda-t-il après un long silence. « Les services sociaux cherchent un foyer pour elles. Ils voulaient les emmener dans un foyer temporaire, mais j'ai supplié de les garder ici, jusqu'à ce qu'une famille soit trouvée. » Yvette hésita. « Mais je ne sais pas combien de temps je pourrai m'en occuper. Ma santé est fragile, et ma pension couvre à peine mes propres dépenses. » De retour dans le salon, Alexandre trouva Émilie et Sophie endormies sur le petit canapé, épuisées par l'excitation de la journée. Elles étaient blotties l'une contre l'autre, comme toujours, serrant le cahier de Sarah entre elles. Elles ressemblaient à des anges. Il s'agenouilla à côté d'elles, étudiant leur visage paisible dans la pénombre de cette modeste pièce. Il fit une promesse silencieuse à Sarah, où qu'elle soit. « Je ne les abandonnerai pas comme je t'ai abandonné. Je les aimerai et les protégerai comme tu l'aurais fait. Je ferai mieux, pour elles et pour toi. » La culpabilité d'avoir abandonné Sarah était un fardeau dont il ne se débarrasserait jamais complètement. Mais peut-être, juste peut-être, en s'occupant de ses filles, pourrait-il commencer à se racheter. Les jours se transformèrent en semaines, et Alexandre établit une routine qu'il n'aurait jamais imaginée pour lui-même. Son bureau, autrefois un sanctuaire inviolable, avait maintenant des dessins d'enfants sur les murs et 2 petits manteaux accrochés près de la porte. Son emploi du temps, autrefois rempli de réunions et de dîners d'affaires, avait maintenant des plages horaires sacrées, intitulées Parc avec les filles et Soirée cinéma. La transition n'avait pas été facile. Alexandre avait obtenu la garde temporaire des jumelles après une série d'audiences et d'évaluations. Les services sociaux, initialement sceptiques à l'égard d'un homme riche et célibataire, sans expérience parentale, furent convaincus par son engagement sincère et par les conditions de vie précaires des fillettes. Malgré tout, il était sous évaluation régulière et savait que le moindre faux pas pouvait lui coûter leur garde. « Sophie, tu t'es déjà brossé les dents ?» demanda Alexandre, en essayant de coiffer les cheveux d'Émilie pour l'école. « Je l'ai fait, » répondit la fillette, apparaissant à la porte de la salle de bain, la brosse à dents encore à la main et du dentifrice sur le menton. Alexandre sourit, attrapant un mouchoir pour lui essuyer le visage. « Essaie, encore, et cette fois, utilise de l'eau, d'accord ?» Ces petits moments, enseigner, guider, prendre soin, étaient entièrement nouveaux pour lui. Au début, il se sentait complètement perdu. Il ne savait pas ce que des enfants de 5 ans devaient manger, à quelle heure ils devaient dormir, ou comment les réconforter quand ils faisaient des cauchemars. Il engagea une nounou professionnelle, Marie, pour l'aider pendant la journée pendant qu'il travaillait, mais il insistait pour être là le matin et le soir. Il voulait être plus qu'un pourvoyeur de fonds, il voulait être une présence constante, comme Sarah l'aurait été. « Je peux emmener M. Bouton à l'école aujourd'hui » demanda Émilie, tenant un ours en peluche élimé qu'elle avait ramené de l'ancien appartement. « Il ne va pas s'ennuyer dans ton sac à dos » demanda Alexandre, en terminant la tresse de ses cheveux avec une habileté nouvellement acquise. Émilie réfléchit sérieusement. « Peut-être que c'est mieux s'il reste ici et surveille ton bureau ?» Alexandre sourit. C'était incroyable comme les filles pouvaient être matures un instant et complètement enfantines le suivant. « Prêt pour la journée, monsieur Bouton ?» demanda-t-il à l'ours, le plaçant en position de garde sur son bureau. Émilie gloussa, ravie du jeu. Pour Alexandre, il était encore surprenant de voir comment le son de ce rire pouvait combler des espaces vides dans son cœur dont il ignorait l'existence. Le week-end, Alexandre emmena les filles au parc avec leur nouveau vélo. Il en avait acheté un pour chacune, avec des roulettes, des casques et tout l'équipement de sécurité nécessaire. Les jumelles étaient folles de joie, elles n'avaient jamais eu de vélo auparavant. « Tu dois trouver ton équilibre » expliqua-t-il en tenant la selle du vélo de Sophie alors qu'elle pédalait avec incertitude. « C'est ça, très bien, ne me lâche pas » supplia-t-elle, les yeux écarquillés de peur et d'excitation. « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne seras pas prête, » promit-il. Émilie, toujours la plus audacieuse, pédalait déjà à quelques mètres de là, les roulettes stabilisant sa trajectoire vacillante. « Regarde, Alex, je pédale !» cria-t-elle,
le visage rayonnant de fierté. Il sourit au son de son nom. Les filles avaient commencé à l'appeler Alex au lieu de Monsieur le maire, signe que les barrières tombaient lentement. Pendant 1 heure, il courut d'avant en arrière, alternant entre les 2 filles, leur apprenant à freiner, à tourner, à garder l'équilibre. Son pantalon de costume coûteux finit taché d'herbe aux genoux, et il avait depuis longtemps rangé sa cravate dans sa poche. Mais il s'en moquait. La joie de les voir apprendre et remporter de petites victoires valait plus que n'importe quelle réunion d'affaires. Quand Sophie réussit enfin à pédaler seule sur quelques mètres sans tomber, le sourire sur son visage fut comme un rayon de soleil. « J'ai réussi. Tu as vu ? J'ai réussi. Bien sûr que j'ai vu. » applaudit Alexandre, ressentant une fierté qui le surprit par son intensité. « Tu es incroyable, Sophie. » Sur le chemin du retour, les filles épuisées mais heureuses, Alexandre réfléchit à quel point sa vie avait changé. Il y a 3 mois, il aurait travaillé un dimanche, vérifiant des rapports ou négociant des contrats par téléphone. Maintenant, il avait de l'herbe sous les ongles et le cœur léger. Les soirées étaient devenues son moment préféré de la journée. Après le dîner, qu'il insistait maintenant pour prendre avec les filles au lieu de seul dans son bureau, il avait instauré un rituel de lecture d'histoire au coucher. « Quel livre lisons-nous ce soir » demanda-t-il, assis sur le bord du lit, où les jumelles étaient déjà installées. Elles insistaient pour dormir ensemble, même si elles avaient des chambres séparées. « Invente une histoire » demanda Émilie, les yeux déjà lourds de sommeil. « Sur quoi ?»« Un dragon » suggéra Sophie. « Qui devient ami avec une princesse » ajouta Émilie. Alexandre sourit et commença à inventer un conte sur un dragon solitaire vivant sur une montagne et une princesse courageuse qui, au lieu de le craindre, lui offrit son amitié. En racontant l'histoire, il réalisa qu'elle parlait d'acceptation, d'appartenance et de famille, des thèmes qui dominaient maintenant ses propres pensées. Quand il eut fini, Sophie était déjà profondément endormie, mais Émilie luttait encore contre le sommeil. « Alex » murmura-t-elle, « tu vas rester avec nous pour toujours ?» La question le prit au dépourvu, et il sentit un nœud dans sa gorge. « Je ferai tout mon possible pour rester avec vous. »« Oui, promets-le, » insista-t-elle, les yeux se fermant. « Je le promets. » Et cette fois, contrairement à la promesse qu'il avait faite à Sarah toutes ces années auparavant, il était déterminé à la tenir. Émilie sourit et s'abandonna enfin au sommeil. Alexandre resta là quelques minutes de plus, regardant les 2 fillettes, si petites et vulnérables, et pourtant si fortes. Comme Sarah. « J'essaie de faire ce qui est juste, Sarah, » murmura-t-il dans la pièce silencieuse. « J'espère que tu es fière. » Le mardi matin commença comme tous les autres. Alexandre préparait le petit déjeuner pendant que les filles s'habillaient pour l'école. Il avait appris à faire des crêpes, pas parfaites, mais les jumelles semblaient apprécier ses efforts culinaires. Le téléphone sonna et il répondit distraitement, pensant que c'était peut-être son assistant qui appelait au sujet du prochain conseil d'administration. Alexandre le maire. « Alors c'est vrai » répondit une voix rauque, légèrement pâteuse. Le grand homme d'affaires joue au papa maintenant. « Qui est à l'appareil » demanda Alexandre, sa prise sur le téléphone se resserrant. « Considérez-moi comme un père inquiet » répondit la voix sarcastique. « J'ai entendu dire que vous aviez mes filles. » Alexandre sentit son sang se glacer. Le père des filles, l'homme que Sarah avait chassé de sa vie des années auparavant, l'homme qui les avait abandonnées avant même leur naissance. « Comment avez-vous eu ce numéro » demanda Alexandre, gardant sa voix basse pour que les filles ne l'entendent pas depuis la salle à manger. « J'ai mes entrées, » dit l'homme. « Écoutez, coupons court aux banalités. Je sais que vous êtes riche. Je sais aussi que vous n'avez aucun droit légal sur mes filles. Moi, par contre, je suis le père biologique. Un père qui ne s'est jamais soucié d'elles, » rétorqua Alexandre, la colère montant en lui. « Détail, détail » ricana l'homme, un son froid et méchant. « Le fait est que je peux les récupérer quand je veux. Sauf, bien sûr, si on trouve un accord. »« Quel genre d'accord » demanda Alexandre, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Un accord financier. Vous gardez les filles et j'obtiens une compensation convenable pour ma souffrance paternelle. »
Alexandre prit une profonde inspiration, contrôlant l'envie de crier sur l'homme. « Vous me faites chanter. Je vous propose une solution pratique, corrigea l'homme. 50 000 €, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Les filles restent avec vous, je poursuis mon chemin. Tout le monde est gagnant. Je ne vous paierai pas pour abandonner vos filles, répondit fermement Alexandre. Ce serait récompenser votre irresponsabilité. Il y eut un moment de silence, puis la voix revint, dépouillée de toute fausse cordialité. « Écoutez-moi bien, le riche, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Je peux faire de votre vie un enfer si je veux. Vous me menacez? Je vous explique la réalité. J'ai des droits sur ces filles. Si on ne trouve pas d'accord, je les prendrai. Et croyez-moi, je sais comment faire jouer le système en ma faveur. Une histoire larmoyante d'un pauvre père qui se bat contre un milliardaire qui lui a volé ses filles. La presse va adorer ça. » Alexandre serra le téléphone si fort que ses doigts devinrent blancs. « Votre nom ? Kevin. Kevin Rivière. Cherchez-moi si vous voulez. Je suis sûr que vos enquêteurs trouveront des choses sales. Tout le monde a des squelettes. » Il rit de nouveau. « Mais sur le papier, je ne suis qu'un père qui veut récupérer ses filles. Pensez-y. » L'appel se termina, laissant Alexandre debout dans la cuisine, abasourdi par la menace. À travers la porte, il pouvait voir Émilie et Sophie discuter joyeusement, totalement inconscientes du danger qui venait de surgir. « A-t-il des droits légaux ?» demanda Alexandre quelques heures plus tard, assis dans son bureau. Les filles étaient à l'école et il avait convoqué une réunion d'urgence avec son avocat, Maître Dupont. Son avocat, depuis plus d'une décennie, ajusta ses lunettes et soupira. « Techniquement, oui. En tant que père biologique, il a une présomption de droits parentaux, à moins qu'il n'ait été légalement révoqué. Il les a abandonnés, argumenta Alexandre. Sarah les a élevés seuls. L'abandon peut être un motif de révocation des droits parentaux, mais cela doit être prouvé au tribunal, expliqua Maître Dupont. Et même alors, les juges ont tendance à favoriser le regroupement familial chaque fois que possible. Alexandre passa une main dans ses cheveux, frustré. Il ne se soucie même pas d'elle, il veut juste de l'argent. Ce qui rend les choses encore plus compliquées, acquiesça Maître Dupont. Si nous payons, cela pourrait être considéré comme un achat d'enfant, ce qui est illégal. Si nous ne payons pas, il pourrait intenter une action en justice pour la garde, et même si ses chances sont minces, le processus serait dévastateur pour les filles. Quelle est notre meilleure option? Maître Dupont prit un moment pour réfléchir. Passer à l'offensive. Demander la garde permanente avant qu'il ne le fasse. Rassembler des preuves de sa négligence et de son abandon. Montrer comment les filles s'épanouissent sous votre garde. Et surtout, prouver que vous agissez dans leur meilleur intérêt et non pas simplement en faisant étalage de votre puissance financière. Alexandre hocha la tête, déterminé. Faites tout ce qui est nécessaire. Engagez les meilleurs enquêteurs. Je veux tout savoir sur ce Kevin Rivière. Je dois vous avertir que cela pourrait devenir très laid, prévint Maître Dupont. Il pourrait porter des accusations, fouiller dans votre passé, remettre en question vos motivations. La presse s'en mêlera probablement. « Je me fiche de la presse, » dit Alexandre. « Je ne me soucie que de ces deux filles. Je leur ai promis que nous resterions ensemble, et j'ai l'intention de tenir cette promesse. » Après le départ de l'avocat, Alexandre resta dans son bureau, regardant M. Bouton, toujours positionné comme un gardien sur son bureau. L'idée de perdre les filles était insupportable. En quelques semaines à peine, elles étaient devenues son monde entier. Il ne laisserait pas un opportuniste les lui enlever, ni pour de l'argent, ni par vengeance, ni pour quoi que ce soit d'autre. Quand le téléphone sonna de nouveau, Alexandre répondit prudemment, craignant un autre appel de Rivière. « Monsieur le maire, c'est l'école qui appelle. Émilie a de la fièvre et vous demande. » Toutes les inquiétudes concernant les poursuites judiciaires et la garde s'évanouirent instantanément, remplacées par le souci immédiat pour le bien-être d'Émilie. « J'arrive tout de suite, » dit-il, attrapant déjà ses clés de voiture. En partant, il jeta un dernier regard à l'ours en peluche. « Gardez-le fort, monsieur Bouton, nous serons bientôt de retour. » Quelles que soient les batailles qu'il devait mener, légales, personnelles ou émotionnelles, Alexandre était prêt à les affronter. Pour Émilie et Sophie, pour Sarah
et, réalisa-t-il, pour lui-même aussi. Le tribunal pour enfants était un imposant bâtiment en briques rouges aux colonnes blanches, contrastant avec le ciel d'automne gris de ce matin-là. Alexandre arriva 1 heure en avance, accompagné de maître Dupont et d'une équipe d'assistants transportant des dossiers méticuleusement organisés, détaillant chaque aspect de sa vie avec les jumelles au cours des derniers mois. En marchant dans les couloirs de marbre poli, sous le haut plafond aux détails classiques, Alexandre eut l'impression de marcher vers sa propre exécution. Son cœur battait la chamade, et sa cravate parfaitement nouée semblait l'étouffer. Il portait un costume bleu marine conservateur, rien de tape à l'œil qui pourrait renforcer l'image du milliardaire arrogant que l'avocat de Rivière essaierait probablement de présenter. « Respirez profondément », conseilla maître Dupont, remarquant sa tension. « La juge Dubois est connue pour être juste, bien que stricte. Elle posera beaucoup de questions, certaines peut-être inconfortables. Répondez honnêtement, regardez-la dans les yeux et évitez de divaguer. Plus vous serez direct, mieux ce sera. » Alexandre hocha la tête, essayant de se calmer. « Les filles sont arrivées ? Elles sont avec l'assistante sociale dans une salle séparée, » confirma maître Dupont. « Le docteur Martinez est avec elle. C'est l'une des meilleures du département. Elle les préparera correctement pour l'entretien avec la juge. » Une porte s'ouvrit au bout du couloir et Alexandre vit Émilie et Sophie, conduites par une femme d'âge moyen au visage aimable. Les fillettes portèrent les robes qu'elles avaient choisies le week-end précédent, Sophie en bleu avec des broderies blanches, Émilie en rose avec un petit ruban sur la poitrine. Leurs cheveux étaient soigneusement peignés et elles portaient de petits sacs à dos avec des jouets réconfortants à l'intérieur, exactement comme ils l'avaient prévu. Quand elles le virent, leurs visages s'illuminèrent momentanément, mais elles se souvinrent rapidement de garder leur sang-froid. Alexandre leur avait parlé ces derniers jours, leur expliquant ce qui se passerait au tribunal. « Ce sera comme parler à la directrice de l'école », leur avait-il dit. « Il vous suffira de dire ce que vous ressentez et commencer de vivre avec moi. » « Et s'il nous pose des questions sur maman ?» avait demandé Sophie, ses grands yeux remplis d'inquiétude. « Alors, parlez d'elle avec tout l'amour que vous avez dans votre cœur, » avait-il répondu, ravalant une boule dans sa gorge. Maintenant, en les voyant si petites dans cet environnement intimidant, Alexandre ressentit plus de peur qu'il n'en avait jamais eu dans n'importe quelle négociation de plusieurs millions de dollars. Le docteur Martinez s'approcha, gardant les filles à une distance respectueuse. « Monsieur le maire, bonjour. Les filles vont bien, mais elles sont un peu nerveuses, comme on pouvait s'y attendre. Elles auront l'occasion de vous parler avant l'audience. » Alexandre s'agenouilla à leur niveau. « Bonjour, mes princesses. Vous êtes prêtes ?» Émilie, toujours la plus forte, hocha la tête sérieusement. « On est courageuse, comme tu as dit. » Sophie, cependant, semblait sur le point de pleurer. « Je n'aime pas cet endroit. C'est grand et ça fait peur. »« Je sais, » acquiesça-t-il en redressant le nœud de ses cheveux. « Mais ce sera bientôt fini. Et après, on pourra aller manger une glace. Ça vous dit ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent légèrement. « Avec des vermicelles au chocolat ?»« Tout ce que vous voudrez, » promit-il. À ce moment, un mouvement près de l'entrée principale attira son attention. Kevin Rivière entra, accompagné de son avocat, Maître Diaz, un homme au visage dur dans un costume bon marché, connu pour ses tactiques agressives dans les affaires de garde. Rivière portait un costume qui ne lui allait manifestement pas, probablement emprunté pour l'occasion. Même de loin, Alexandre nota ses yeux injectés de sang et le léger tremblement de ses mains, signe soit d'une gueule de bois, soit d'un sevrage. Les filles suivirent son regard avec curiosité. « C'est qui cet homme ?» demanda Émilie, toujours observatrice. Alexandre hésita, choisissant ses mots avec soin. « C'est Kevin Rivière. Il était votre père biologique. » Sophie serra sa main plus fort. « Il ne nous ressemble pas. Toutes les familles ne se ressemblent pas, ma chérie, » répondit-il doucement. Un huissier de justice apparut, annonçant que l'audience commencerait dans 15 minutes. Le docteur Martinez guida doucement les filles, les ramenant dans la salle d'attente. Alexandre les regarda partir. Chaque pas qu'elle faisait
lui arrachant le cœur. « Souvenez-vous, dit maître Dupont en lui donnant une tape rassurante sur l'épaule. Nous sommes bien préparés. Nous avons des témoins solides, des rapports positifs de l'assistante sociale et des preuves de la négligence de Rivière. Restez calme et confiant. » Alexandre essaya de s'accrocher à ces mots en entrant dans la salle d'audience. La salle d'audience numéro 4 était plus petite et plus intime que celles souvent dépeintes à la télévision. Elle avait du bois sombre et poli, un éclairage jaunâtre et le drapeau du pays à côté du banc du juge. Seuls les acteurs directs de l'affaire et quelques témoins attendant au premier rang étaient présents. La juge Éléonore Dubois, une femme à l'apparence sévère mais pas hostile, les cheveux grisonnants, impeccablement coiffés et des yeux perçants, entra après l'annonce de l'huissier. Tout le monde se leva et attendit qu'elle s'assoie avant de reprendre place. « Bonjour à tous, commença-t-elle, mettant des lunettes de lecture et examinant les documents devant elle. Nous sommes ici pour décider de la garde d'Émilie et Sophie Moreau, actuellement sous la tutelle temporaire de Monsieur Alexandre Lemaire, mais dont la garde est contestée par leur père biologique, Monsieur Kevin Rivière. » Elle regarda par-dessus ses lunettes, d'abord Alexandre, puis Rivière. « Je tiens à souligner que dans ma salle d'audience, seul l'intérêt des enfants compte. Je ne suis influencé ni par le pouvoir, ni par l'argent, ni par des histoires de rédemption larmoyantes, sans preuves concrètes. » Alexandre ressentit un léger soulagement. Au moins, la juge ne semblait pas encline à favoriser la richesse ou une histoire à dormir debout. « Nous commencerons par les déclarations liminaires, » dit la juge Dubois. « Maître Diaz, en tant que conseil du demandeur, je vous en prie, commencez. » Maître Diaz se leva, dégageant une confiance répétée. « Madame la juge, cette affaire concerne fondamentalement les droits naturels et biologiques contre le privilège financier. Mon client, Kevin Rivière, est le père biologique des fillettes. Ce fait est incontesté et, selon la loi, lui confère une présomption de droits parentaux. » Il fit une pause dramatique. « Monsieur Rivière a fait des erreurs dans le passé, oui. Il était jeune et non préparé lorsqu'il a appris la grossesse. Il a fait l'erreur de s'éloigner. Mais maintenant, il est ici, prêt à assumer ses responsabilités, prêt à rencontrer ses filles, prêt à être le père qu'elles méritent. » Diaz fit quelques pas, gesticulant avec emphase. « De l'autre côté, nous avons Monsieur Lemaire, un homme d'une immense richesse et d'un grand pouvoir. Oui, mais un parfait étranger pour les filles, jusqu'à il y a quelques mois. Aucun lien biologique, aucun lien légal. Seulement une vieille amitié avec leur défunte mère. » Il baissa la voix de façon dramatique. « Nous ne remettons pas en question ses intentions ou sa générosité. Mais nous nous demandons quel est son véritable motif. La culpabilité? L'expiation? Un caprice philanthropique qui pourrait prendre fin dès que la nouveauté s'estompera. » Alexandre sentit son sang bouillir, mais il maintint une expression neutre, comme maître Dupont le lui avait conseillé. « Monsieur Lemaire dispose de vastes ressources pour fournir des luxes matériels, sans aucun doute, » continua Diaz. « Mais des jouets coûteux et des écoles d'élite peuvent-ils remplacer l'amour naturel d'un père? La loi, dans sa sagesse, estime que non, à moins qu'il ne soit prouvé que mon client est totalement inapte. Le droit naturel prévaut sur la commodité financière. » D'un signe de tête à la juge, Diaz s'assit, l'air satisfait. Maître Dupont se leva calmement, ajustant ses lunettes. Son attitude contrastait fortement avec la performance théâtrale de Diaz. Calme, mesuré, professionnel. « Madame la juge, commença-t-il, cette affaire ne concerne pas la biologie contre les finances, comme le conseil adverse voudrait nous le faire croire. Il s'agit du meilleur intérêt de 2 fillettes de 5 ans qui ont déjà subi la perte traumatisante de leur mère. » Il ouvrit un dossier en retirant quelques photographies. « Voici Émilie et Sophie il y a 3 mois, lorsque Monsieur Lemaire les a trouvées, et les voici maintenant. » Les photos furent remises à la juge, montrant un contraste saisissant. Avant, 2 fillettes maigres aux vêtements usés, avec des expressions anxieuses. Après, les mêmes enfants, souriantes, en bonne santé, avec des vêtements appropriés et des signes de sécurité. Monsieur Lemaire n'a pas seulement fourni une stabilité matérielle, continua maître Dupont,
Il s'est entièrement consacré à la création d'un environnement sûr, aimant et stimulant. Il a complètement réorganisé sa vie professionnelle, son temps, ses priorités. Il a établi des routines saines, assuré des soins médicaux et psychologiques, les a réinscrites à l'école, a appris à leur tresser les cheveux, à leur raconter des histoires au coucher et à apaiser leurs cauchemars. Maître Dupont sortit d'autres documents. Nous avons ici des rapports de leur école, des déclarations de leur pédopsychiatre et des évaluations de l'assistante sociale désignée par le tribunal, tous attestant du lien fort et du développement positif des filles sous la garde de Monsieur le maire. Se tournant brièvement pour jeter un coup d'œil à Rivière avant de se reconcentrer sur la juge, Maître Dupont continua. Quant à Monsieur Rivière, nous demandons à ce tribunal de considérer certains faits. Il a abandonné Sarah Moreau lorsqu'il a appris la grossesse. Il n'a pas contribué d'un seul centime à l'éducation des filles. Il ne s'est présenté qu'une seule fois en 5 ans, ivre, réclamant de l'argent à la mère. Et, de manière très révélatrice, il n'a exprimé son intérêt pour les filles qu'après avoir appris qu'elles étaient avec un homme riche. Rivière s'agita mal à l'aise sur son siège, tandis que Diaz griffonnait des notes furieusement. « Madame la juge, » conclut Maître Dupont, « nous reconnaissons que les liens biologiques sont importants, mais ce qui est plus important, c'est le bien-être émotionnel et psychologique de 2 enfants qui ont enfin trouvé la stabilité après une perte dévastatrice. Déraciner Émilie et Sophie du foyer qu'elles ont construit avec Monsieur le maire et les placer avec un père qui n'a jamais montré d'intérêt sincère serait une seconde tragédie pour elles. L'audience se poursuivit avec les témoignages. D'abord, l'assistante sociale désignée par le tribunal présenta son évaluation, décrivant le domicile d'Alexandre comme exceptionnellement adapté et son interaction avec les filles comme naturellement affectueuse et attentive. L'enseignante des jumelles témoigna de leur progrès scolaire depuis qu'elles avaient commencé à vivre avec Alexandre. Elles sont arrivées timides et peu sûres d'elles. Maintenant, elles participent, sourient, se font des amis. Émilie lit au-dessus de son niveau scolaire et Sophie a complètement surmonté ses difficultés avec les chiffres. Yvette, la voisine âgée qui s'était occupée des filles après la mort de Sarah, fut amenée en fauteuil roulant. Malgré sa fragilité physique, sa voix était forte alors qu'elle décrivait la négligence de Rivière et le dévouement d'Alexandre. Sarah a élevé ses filles seule, travaillant jusqu'à ce qu'elles tombent malades, témoigna-t-elle en regardant directement Rivière. Où étiez-vous quand elle avait besoin d'argent pour les médicaments des filles? Où étiez-vous quand Émilie a eu une pneumonie à 3 ans et que Sarah a passé des nuits blanches à son chevet? Elle regarda ensuite la juge. Alexandre le maire est entré dans la vie de ses enfants comme une bénédiction. Pour la première fois, elles ont ce qu'elles méritent. Non seulement le confort matériel, mais quelqu'un qui se soucie vraiment d'elles. Rivière présenta ensuite son histoire de rédemption, comment il avait lutté contre l'alcoolisme, comment il avait toujours pensé à ses filles, comment il avait maintenant un emploi stable de mécanicien et un modeste appartement convenable pour des enfants. « J'ai fait des erreurs, madame la juge, » dit-il, des larmes qu'Alexandre soupçonnait d'être répétées coulant sur ses joues. « Mais je suis sobre depuis 6 mois maintenant. Je veux rencontrer mes filles, leur montrer qu'elles ont un père qui les aime. » Son seul soutien vint du propriétaire du garage, qui confirma sa ponctualité au cours des derniers mois et mentionna que Kevin parle toujours de ses filles. Après une courte suspension, ce fut au tour d'Alexandre de témoigner. Il prit place là où on le lui indiquait, sentant le poids de tous les regards dans la pièce. « Monsieur le maire, commença la juge, vous êtes un homme extrêmement occupé, avec des responsabilités commerciales mondiales. Comment conciliez-vous cela avec l'éducation de 2 jeunes enfants? »« J'ai complètement réorganisé mes priorités, madame la juge, » répondit-il en gardant les yeux fixés sur elle. « J'ai délégué une grande partie de mon travail, refusé les voyages internationaux et fixé des horaires stricts pour être présent dans la vie des filles. J'organise ma journée pour prendre le petit déjeuner avec elles, les emmener à l'école chaque fois que possible, et je suis invariablement à la maison pour le dîner et le coucher. Et lorsque vous devrez inévitablement voyager, j'ai une nounou hautement qualifiée, Marie, que les filles adorent. Mais je limite les voyages à ce qui est absolument essentiel, et seulement sur de courtes distances
ou je peux revenir le jour même. La juge consulta ses notes. Vous n'avez aucune expérience préalable avec les enfants, n'est-ce pas? Pas d'enfants à vous, pas de nièces ou de neveux. Non, madame la juge. Mais j'ai appris vite. Il offrit un léger sourire. J'ai découvert que les cadres dirigeants peuvent apprendre beaucoup des enfants de 5 ans sur ce qui compte vraiment dans la vie. La juge l'étudia un instant. Monsieur le maire, soyez tout à fait honnête. Quelle est votre véritable motivation pour vouloir la garde de ces filles? La culpabilité de ne pas avoir aidé leur mère, une promesse faite il y a longtemps, un désir tardif de fonder une famille? Alexandre sentit que c'était la question cruciale. Il prit une profonde inspiration. Au début, j'étais motivé par une dette envers Sarah. Oui, elle m'a aidé quand j'en avais le plus besoin, et je n'étais pas là quand elle avait besoin de moi. Je ressens un profond regret que je porterai pour toujours. Il fit une pause. Mais cela a changé au moment où j'ai rencontré Émilie et Sophie. Elles ne sont pas une obligation ou un moyen de me racheter. Ce sont des petites personnes extraordinaires qui ont transformé ma vie de manière que je n'aurais jamais imaginée. La simple vérité, madame la juge, c'est que je les aime, et je ne peux plus imaginer ma vie sans elles. Le moment qu'Alexandre redoutait le plus arriva. La juge demanda à parler aux filles en privé. Émilie et Sophie furent amenées, l'air trop sérieux pour des enfants si jeunes. Alexandre leur fit un sourire encourageant alors qu'elles suivaient la juge dans son bureau. Les 20 minutes suivantes furent les plus longues de sa vie. Assis sur le banc dur, incapable de se concentrer sur les paroles de Maître Dupont, Alexandre ne pouvait que penser à ce qui se passait derrière cette porte fermée. Les filles comprendraient-elles les questions? Auraient-elles peur? Parleraient-elles ouvertement de ce qu'elles ressentaient? Quand la porte s'ouvrit enfin, Émilie et Sophie sortirent main dans la main. Sophie courut droit vers Alexandre, lui serrant les jambes. « Elle a posé beaucoup de questions, chuchota-t-elle. Sur toi, sur maman, sur l'homme qui est notre père. Vous avez été très courageuse, répondit-il en lui caressant les cheveux. Émilie se tenait à proximité, ses yeux s'attardant curieusement sur Rivière, qui observait de l'autre côté de la pièce. « Il a l'air triste », commenta-t-elle doucement à Alexandre. « Parfois, les gens portent beaucoup de tristesse en eux, répondit-il, ne sachant comment expliquer la complexité. « Comme toi, avant qu'on ne te rencontre ?» demanda Émilie, le surprenant par sa perspicacité. « Oui, admit-il, comme moi, avant vous. » La juge Dubois remit ses lunettes, examinant ses notes un long moment avant de rendre sa décision. Le silence dans la pièce était si dense qu'Alexandre pouvait entendre son propre rythme cardiaque. « Cette affaire soulève des questions complexes, commença-t-elle. D'une part, nous avons les droits légaux du père biologique. D'autre part, le bien-être des enfants et les liens affectifs déjà formés. » Elle feuilleta quelques documents. « J'ai parlé avec Émilie et Sophie. Ce sont des enfants brillantes et articulées pour leur âge, et elles sont clairement bien soignées. Elles ont exprimé une profonde affection pour monsieur le maire et une adaptation positive à leur nouveau foyer. » Alexandre sentit une lueur d'espoir. « Cependant, continua la juge, et avec ce seul mot, son cœur se serra. Je ne peux ignorer les droits paternels de monsieur Rivière, sans une évaluation plus approfondie de son aptitude. Son histoire récente suggère un effort de rétablissement qui mérite d'être pris en considération. » Elle croisa les mains, semblant peser chaque phrase. « Je dois également considérer que, malgré les meilleures intentions de monsieur le maire et ses excellents soins, il n'a aucun lien légal ou biologique avec les enfants. Son lien avec leur défunte mère, bien que significatif, ne lui confère pas automatiquement des droits de garde. » Rivière s'autorisa un petit sourire victorieux, tandis qu'Alexandre sentait son monde s'écrouler. « Avec tous les facteurs à l'esprit, ma décision préliminaire est la suivante, » annonça la juge. « Pendant que nous menons une enquête plus approfondie, y compris un examen plus approfondi de l'aptitude de monsieur Rivière et des évaluations psychologiques complètes, les filles seront placées temporairement dans un foyer d'accueil neutre. Les familles d'accueil qui sont expérimentées dans les soins de transition? Non. » Alexandre ne put contenir son éclat, se levant involontairement. La juge lui lança un regard sévère.
Je comprends votre réaction, monsieur le maire, mais c'est une mesure temporaire pour garantir que les deux parties aient une chance égale de démontrer leur aptitude à la garde, sans l'avantage de la possession actuelle. Les deux parties auront des droits de visite supervisée pendant cette période. Madame la juge, intervint rapidement maître Dupont. Mon client a établi une routine stable avec les filles. Les retirer brusquement causera un traumatisme inutile. Je suis d'accord, la transition doit être gérée avec soin, répondit la juge. C'est pourquoi monsieur le maire aura jusqu'à demain pour préparer les filles et leurs affaires. Une assistante sociale supervisera. D'un coup de marteau, l'audience se termina, laissant Alexandre chancelant, comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Ce qui suivit fut un flou de mouvements et de sons, l'assistante sociale expliquant aux filles ce qui allait se passer, Sophie s'accrochant à Alexandre, des larmes coulant sur son petit visage. Émilie, silencieuse et pâle, demandant si elles avaient fait quelque chose de mal. Les tentatives ratées d'Alexandre de les rassurer que ce n'était que temporaire, qu'il se battrait pour elles, que tout irait bien. Le lendemain, dans son hôtel particulier, il aida les jumelles à faire leurs valises. Il plaça l'ours en peluche préféré d'Émilie dans son sac à dos, avec leurs livres les plus chers. Il enveloppa soigneusement la couverture spéciale de Sophie, celle avec des étoiles qui brillent dans le noir. « Vous resterez chez les Durand juste pour un petit moment », expliqua-t-il en pliant de minuscules t-shirts colorés. « Ils sont vraiment gentils. Ils ont un grand jardin et même un chien. » Il força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Et je viendrai vous voir tous les jours. Je le promets. » Quand la voiture de l'assistante sociale arriva, Alexandre eut l'impression de vivre un cauchemar. Au dernier moment, Sophie se jeta à son cou, refusant de le lâcher. « Alex, Alex !» cria-t-elle entre deux sanglots. « S'il te plaît, viens avec nous. Je ne veux pas y aller. Je viendrai te voir demain, promit-il, retenant ses propres larmes. Chaque jour, c'est juste pour un petit moment. »« Promis ?» demanda Émilie, tenant la main de sa sœur, la seule à garder un semblant de sang-froid. « Je le promets. » Il força un autre sourire. « Soyez courageuse, comme votre maman l'était. Souvenez-vous. » Les filles hochèrent la tête au milieu de leurs larmes, puis elles furent à l'intérieur de la voiture, le regardant par la fenêtre, de minuscules mains pressées contre la vitre, les visages remplis de confusion et de perte. Alexandre regarda la voiture s'éloigner, emportant avec elle tout ce qui avait donné un sens à sa vie ces derniers mois. Quand elle disparut enfin au coin de la rue, il s'autorisa à s'effondrer sur les marches de l'hôtel particulier, son corps secoué de sanglots qu'il ne pouvait plus retenir. Maître Dupont, qui avait observé de loin, s'approcha et posa une main sur son épaule. « Nous ferons appel immédiatement, dit-il. J'ai des relations, je peux accélérer le processus. Nous allons creuser plus profondément dans le passé de Rivière. Il y a quelque chose de bizarre dans son histoire de rédemption soudaine. » Alexandre releva la tête, les yeux rouges mais enflammés d'un nouveau feu. « Faites tout ce qu'il faut. Je ne perdrai pas ces filles. Vous ne les avez pas laissées tomber, dit maître Dupont, comme s'il lisait dans ses pensées. Ce n'est qu'un revers temporaire. Nous nous battrons et nous gagnerons. » Alexandre se leva, s'essuyant le visage et redressant les épaules. Il avait laissé tomber Sarah, oui, mais il ne laisserait pas tomber ses filles. Pas cette fois. « Je leur rendrai visite demain, annonça-t-il, sa voix reprenant de sa fermeté. Et en attendant, je veux tout savoir sur Kevin Rivière, chaque détail, chaque mensonge. Parce que cette fois, Alexandre le maire ne briserait pas sa promesse, même s'il devait remuer ciel et terre pour la tenir. Les 2 semaines qu'Émilie et Sophie passèrent chez les Durand furent les plus longues de la vie d'Alexandre. Malgré les visites quotidiennes autorisées par le tribunal, la douleur de les voir dans un environnement étranger et de devoir leur dire au revoir chaque jour le déchirait. Les filles s'adaptèrent mieux que lui. Les enfants ont une résilience remarquable, mais ils voyaient toujours la tristesse dans leurs yeux quand venait l'heure de son départ. Pendant ce temps, maître Dupont travaillait sans relâche, cherchant tout ce qui pourrait aider leur cause. L'enquête sur Kevin Rivière progressait lentement, avec quelques découvertes troublantes, mais rien de concluant pour une victoire judiciaire définitive.
L'après-midi précédant l'audience finale, Alexandre reçut un appel inattendu de Maître Dupont. « Nous avons trouvé quelque chose », dit l'avocat, sa voix habituellement calme remplie d'urgence. « Ou plutôt, quelqu'un nous a trouvés. J'ai besoin de vous au bureau immédiatement. » Alexandre atteignit l'imposant immeuble de bureau en un temps record. Dans la salle de conférence, Maître Dupont attendait avec un homme d'âge moyen à l'air fatigué, portant un uniforme de concierge. « Alexandre, voici Monsieur Garcia », présenta Maître Dupont. « Il travaille dans l'immeuble où vit Rivière. » L'homme tendit une main calleuse pour une rapide poignée de main. Il avait des cernes sous les yeux et une expression inquiète. « Monsieur Garcia est venu nous voir après avoir vu l'article de journal sur l'affaire », expliqua Maître Dupont. « J'ai vu la photo des petites, » dit Monsieur Garcia, parlant avec un léger accent. « Je les ai reconnues. Ce sont les mêmes enfants que Rivière amène à l'appartement pendant ses visites supervisées. » Le cœur d'Alexandre s'emballa. « Vous avez vu quelque chose ?» Monsieur Garcia passa une main dans ses cheveux grisonnants, clairement mal à l'aise. « Je travaille dans cet immeuble depuis 15 ans. Je connais tous les résidents. Rivière a emménagé il y a 8 mois. Il a toujours causé des problèmes. Bruit, fête, les voisins se plaignent. » Il fit une pause, comme s'il décidait de continuer. Ces dernières semaines, depuis qu'il a commencé à recevoir les filles, il a changé. L'endroit est plus propre, il est plus poli, salue les gens. Je pensais qu'il était peut-être vraiment en train de se ranger. Mais, incita Maître Dupont, sentant l'hésitation. Avant-hier, après que l'assistante sociale soit partie avec les filles, Rivière a reçu des amis. Ils buvaient dans un bar en bas de la rue. Ils étaient bruyants, riaient. Monsieur Garcia regarda directement Alexandre. Je l'ai entendu se vanter qu'il était sur le point de réussir l'arnaque à la garde d'enfants. Il a dit qu'une fois qu'il aurait les filles, il pourrait négocier un meilleur accord avec ce type riche. Alexandre sentit son sang bouillir. Il a admis qu'il ne voulait que de l'argent. Ça et plus encore, continua Monsieur Garcia. Il a dit qu'il ne supporterait pas ces gamines longtemps, mais qu'elles serviraient de levier pour obtenir une grosse pension de votre part. Ses amis ont ri et ont trinqué à son plan brillant. Seriez-vous prêt à témoigner de cela au tribunal demain ? Demanda Maître Dupont, son expression grave. Monsieur Garcia hésita de nouveau. « J'ai 2 emplois, 3 enfants à nourrir. Je ne peux pas me permettre d'avoir des ennuis. »« Je comprends, » dit Alexandre en s'asseyant en face de lui. « Mais ces filles ont déjà perdu leur mère. Elles ne méritent pas d'être utilisées comme des pions. » Monsieur Garcia baissa les yeux. « Ma femme est décédée quand mes enfants étaient petits. Je sais ce que c'est que de lutter pour élever des enfants seuls. » Il soupira profondément. « Je serai au tribunal demain. » Alexandre ressentit une vague de gratitude. « Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Prenez bien soin d'elle, » répondit simplement Monsieur Garcia. « C'est le meilleur des remerciements. » Après le départ du concierge, Maître Dupont organisa rapidement quelques documents. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Un témoin indépendant des véritables intentions de Rivière. « Est-ce que ce sera suffisant ?» demanda Alexandre, s'autorisant une étincelle d'espoir. « Combiné avec les rapports positifs sur votre garde et les preuves circonstancielles que nous avons déjà sur Rivière, je le crois. » Pour la première fois depuis des jours, Maître Dupont sourit. « Préparons tout pour demain, Alexandre. Le vent est en train de tourner. » Le jour de l'audience finale se leva avec un ciel d'un bleu exceptionnel, comme si l'univers lui-même voulait signaler un changement. Alexandre arriva tôt au palais de justice, le cœur partagé entre l'espoir et la peur. Dans le couloir, il rencontra les Durand, le couple qui s'occupait temporairement des filles. « Comment vont-elles » demanda-t-il avec anxiété. Madame Durand sourit gentiment. « Elles sont impatientes de vous voir. Elles ont demandé toute la matinée quand vous arriveriez. Ce sont des enfants merveilleuses, » ajouta M. Durand. « Celui qui finira par avoir la garde est très chanceux. » Alexandre les remercia d'avoir bien pris soin des jumelles. Malgré la situation douloureuse, il était réconfortant de savoir qu'elles étaient entre de bonnes mains pendant la transition. Maître Dupont s'approcha, suivi de M. Garcia, qui avait l'air nerveux dans son costume d'emprunt. « Tout est prêt. Il témoignera au début de l'audience. » La salle d'audience semblait plus petite et plus étouffante qu'auparavant.
Alexandre remarqua que Rivière semblait trop confiant, chuchotant et riant parfois avec son avocat. Cette vue le troubla. L'homme croyait-il vraiment qu'il allait gagner? Tous debout pour l'honorable juge Éléonore Dubois, annonça l'huissier de justice. La juge entra, aussi sérieuse que d'habitude, et la séance commença. Après les formalités initiales, maître Dupont demanda à inclure une nouvelle déposition de témoins. « Madame la juge, Monsieur Garcia est le concierge de l'immeuble où réside Monsieur Rivière. Il a des informations récentes cruciales, directement pertinentes pour cette affaire. » La juge l'autorisa et Monsieur Garcia fut appelé à la barre. Il fut hésitant au début, mais il gagna en confiance en relatant ce dont il avait été témoin. Il parla du comportement habituel de Rivière dans l'immeuble, des plaintes fréquentes des voisins concernant le bruit et les fêtes nocturnes, et enfin de la conversation choquante qu'il avait entendue. Il a dit clairement que les filles n'étaient qu'un moyen d'extorquer de l'argent à Monsieur le maire, conclut Monsieur Garcia. Il les a appelées gamines et a trinqué à son plan brillant avec ses copains. Le visage de Rivière était devenu pâle. Son avocat tenta de discréditer le témoignage, suggérant que M. Garcia avait une vendetta personnelle ou avait mal compris une plaisanterie entre amis. « Monsieur Garcia, demanda maître Diaz, vous n'aimez pas mon client, n'est-ce pas? Vous avez eu des problèmes avec lui auparavant. »« Je n'ai rien contre lui personnellement, » répondit honnêtement M. Garcia. « Je n'aime simplement pas voir des enfants utilisés. J'ai 3 enfants. Je sais à quel point un foyer stable est important. » La juge demanda ensuite à Rivière de répondre aux accusations. Visiblement secoué, il nia tout, mais sa posture défensive et ses explications embrouillées ne firent que renforcer la crédibilité de M. Garcia. Maître Dupont saisit l'occasion pour présenter d'autres preuves, des rapports de voisins sur des fêtes bruyantes dans l'appartement de Rivière, y compris une au cours des 2 dernières semaines, contredisant ses affirmations de sobriété, des relevés de cartes de crédit montrant des achats d'alcool, et une photo récente prise discrètement de lui sortant d'un bar. La juge observait attentivement, se penchant en avant, les yeux plissés en examinant les preuves. Après tous les témoignages, elle annonça une suspension de 30 minutes pour examiner les nouvelles informations. Alexandre resta assis, immobile, tandis que la salle d'audience se vidait temporairement. Maître Dupont lui serra l'épaule, en signe de soutien silencieux. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, dit l'avocat. Maintenant, nous attendons. » Quand la juge Dubois revint, le silence tomba de nouveau. Alexandre pouvait entendre son propre cœur battre. « Ce tribunal valorise la vérité par-dessus tout, » commença-t-elle, sa voix claire et ferme. « Et la vérité qui a émergé ici aujourd'hui est profondément troublante. Les preuves suggèrent fortement que M. Rivière ne cherche pas la garde par amour paternel, mais pour un gain financier. » Elle tourna quelques pages de ses notes avant de continuer. À la lumière du témoignage de M. Garcia, combiné aux autres preuves, ce tribunal annule sa décision précédente. La garde temporaire d'Émilie et Sophie Moreau est accordée à M. Alexandre Lemaire pendant que nous menons une enquête plus approfondie sur la conduite de M. Rivière. Alexandre ferma les yeux, un soulagement immense le faisant presque tomber de son siège. Maître Dupont lui serra le bras, souriant largement. « De plus, continua la juge, les droits de visite de M. Rivière sont suspendus jusqu'à ce que cette enquête soit terminée et qu'une nouvelle audience soit tenue. » Elle jeta un regard sévère à Rivière, qui avait l'air abasourdi. « Ce tribunal ne tolérera pas que des enfants soient utilisés comme instruments d'extorsion. Si ces allégations sont confirmées, vous pourriez faire face à des poursuites pénales pour tentative d'extorsion. » D'un coup de marteau, l'audience se termina. Rivière partit rapidement, suivi de son avocat furieux. Alexandre resta assis un instant, absorbant ce qui venait de se passer. « Nous avons gagné, » dit maître Dupont en souriant, « ou du moins cette bataille. »« Merci, » réussit à dire Alexandre en serrant la main de M. Garcia, qui avait l'air tout aussi soulagé. « Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. »« Allez chercher vos filles, » répondit le concierge avec un sourire fatigué. « Elles vous attendent. » La salle d'attente où Émilie et Sophie étaient assises, avec les Durand,
s'illumina au moment où Alexandre entra. Pendant une brève seconde, il se tint à la porte, contemplant la scène de deux petites silhouettes assises sur un canapé, leurs jambes se balançant au-dessus du sol, des dessins étalés sur la table devant elles. « Alex ?» Sophie fut la première à le remarquer, son visage se transformant en pure joie. Elle sauta du canapé, courant vers lui. Émilie leva les yeux de son dessin, et un sourire plus lent mais tout aussi radieux apparut sur son visage. En un instant, elles se précipitèrent toutes les deux vers lui, se jetant dans ses bras tendus. Alexandre les serra fort, les soulevant du sol, sentant leurs petits bras autour de son cou, leur visage pressé contre sa poitrine. À ce moment-là, le monde semblait de nouveau parfait. « Vous rentrez à la maison avec moi, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Pour toujours ?» demanda Sophie, ses grands yeux fixés sur lui. « En ce qui me concerne, oui, » répondit-il en lui embrassant le sommet de la tête. « Pour toujours ?» Les Durand aidèrent à rassembler les quelques affaires des filles, et bientôt, ils étaient dans la voiture, en route pour la maison. Alexandre les regardait dans le rétroviseur, discutant avec enthousiasme de tout ce qu'elles voulaient te faire en premier. Visiter leur chambre, voir leurs jouets, vérifier si les plantes qu'elles avaient semées dans le jardin avaient poussé. Un sentiment étrange commença à monter dans sa poitrine, pas seulement du soulagement, mais un profond sentiment de responsabilité. Il était maintenant officiellement leur tuteur, non plus temporairement, mais avec une réelle possibilité de permanence. L'ampleur de cela le submergea comme une vague. Et s'il n'était pas assez bon, s'il faisait des erreurs irrévocables, s'il les laissait tomber comme il avait laissé tomber Sarah? L'anxiété resta avec lui pour le reste de la journée, même alors qu'il réintroduisait les filles dans leur routine à la maison, préparait leur dîner préféré et les aidait à réaménager leur chambre. Cette nuit-là, après le bain et déjà en pyjama, les filles demandèrent à dormir dans son lit. « Juste pour ce soir, » supplia Émilie, ses yeux implorants, « pour qu'on sache que ce n'est pas un rêve. » Comment aurait-il pu dire non? Ils s'installèrent tous les trois dans le grand lit, Alexandre au milieu, une jumelle de chaque côté. Il avait lu l'histoire habituelle, éteint la lumière principale, ne laissant que la douce lueur de la lampe de chevet. Dans le silence confortable qui suivit, Alexandre se sentit obligé de partager ses craintes. D'une manière ou d'une autre, il semblait important d'être honnête avec elles. « Les filles, » commença-t-il, la voix basse dans la pièce faiblement éclairée, « je dois vous dire quelque chose d'important. » Toutes deux se tournèrent vers lui, les yeux attentifs. « Je suis très heureux que vous soyez de retour. »« Plus heureux que je ne l'ai jamais été, » dit-il en faisant une pause. « Mais j'ai aussi un peu peur. »« Pourquoi ?» demanda Sophie, sincèrement confuse. « Ce méchant homme ne peut plus nous emmener, n'est-ce pas ?»« Non, ce n'est pas ça, » la rassura Alexandre. « J'ai peur de ne pas être assez bon pour vous, de ne pas savoir comment être un bon tuteur. » Il évita d'utiliser le mot « père », ne sachant pas s'il en avait le droit. « Je n'ai jamais pris soin d'enfants avant vous, et vous méritez le meilleur. » Émilie se redressa sur un coude, l'étudiant avec un sérieux dépassant ses 5 ans. « Tu nous laisses moyen de choisir les desserts parfois, et tu nous emmènes au parc, » ajouta Sophie. « Et tu sais comment nous tresser les cheveux et nous faire des câlins quand on fait des cauchemars. Et tu nous as appris à faire du vélo, » continuèrent les filles, énumérant à tour de rôle toutes les petites choses qu'il faisait pour elles, chacune si simple et pourtant si profonde. Alexandre sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais si je fais des erreurs ?» demanda-t-il quand elles s'arrêtèrent enfin. Sophie haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. Maman disait « Tout le monde fait des erreurs, il suffit de dire pardon et de réessayer. »« Ouais » acquiesça Émilie. D'ailleurs, elle et sa sœur échangèrent un regard, comme pour confirmer quelque chose d'important. « Tu es déjà notre papa » finirent-elles à l'unisson. Leurs mots frappèrent Alexandre comme un rayon de soleil après des jours de pluie. Il les attira toutes les deux plus près, les serrant fort, incapables de parler pendant un moment. « Je vous aime » réussit-il enfin à dire. « Tellement, tellement fort. »« On t'aime aussi » répondit Émilie en bâillant. « Jusqu'à la lune et retour » marmonna Sophie, déjà à moitié endormie.
Alexandre resta éveillé longtemps après que les filles se furent endormies, regardant leurs visages paisibles. La peur était toujours là, elle ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Mais il y avait quelque chose de plus fort maintenant, la détermination. La détermination d'être digne de leur confiance, d'apprendre et de grandir avec elle, d'être non seulement un tuteur, mais le père qu'elle croyait déjà qu'il était. « Tu serais fière, Sarah, » murmura-t-il dans l'obscurité. « Je promets de prendre soin d'elle. Toujours. » L'automne était arrivé en force. Des feuilles jaunes et rouges dansaient dans la brise avant de se poser doucement sur le sol, créant un tapis multicolore sur l'herbe du cimetière. Le ciel était d'un bleu parfait, sans un seul nuage, comme si la nature elle-même voulait offrir son meilleur décor pour ce moment. Alexandre ajusta l'écharpe d'Émilie, s'assurant qu'elle était bien protégée contre l'air frais du matin. À côté d'elle, Sophie serrait un bouquet de tournesols, les fleurs préférées de Sarah selon les jumelles. Dans son autre main, elle portait un dossier rempli de dessins qu'elles avaient soigneusement faits la semaine précédente. « C'est encore loin ?» demanda Émilie alors qu'ils parcouraient les allées de pierre entre les pierres tombales et les monuments. « On y est presque, » répondit Alexandre en vérifiant le petit plan fourni par le bureau du cimetière. C'était la première fois qu'il emmenait les filles sur la tombe de leur mère. Au cours des 3 mois qui s'étaient écoulés depuis qu'il avait obtenu la garde permanente, il avait attendu le bon moment, lorsque toutes les batailles juridiques seraient complètement résolues et que les jumelles se sentiraient suffisamment en sécurité pour faire face à cette visite émotionnelle. Kevin Rivière avait disparu après avoir perdu le procès pour la garde, abandonnant l'appartement et laissant des dettes derrière lui. Les avocats d'Alexandre avaient obtenu une ordonnance restrictive au cas où il se présenterait un jour, mais l'homme semblait s'être complètement volatilisé, cherchant probablement une autre arnaque dans un endroit lointain. « C'est ici, » dit Alexandre en s'arrêtant devant une pierre tombale, simple mais élégante. Sarah Moreau, 1990, 2024. Mère, fille et amie bien-aimée. Son amour perdure dans chaque sourire de ses filles. Alexandre s'était arrangé pour remplacer la plaque municipale d'origine par quelque chose de plus approprié. La nouvelle inscription avait été soigneusement choisie avec la contribution des filles. Sophie s'avança la première, s'agenouillant pour placer les tournesols dans la petite jardinière à la base de la pierre tombale. « Bonjour, maman, » dit-elle doucement. « On t'a apporté tes fleurs préférées. » Émilie resta un peu en retrait, observant avec des yeux sérieux. Alexandre sentit son hésitation et posa doucement une main sur son épaule, offrant un soutien silencieux. « Ça va, » lui murmura-t-il. « On peut juste rester ici, si tu veux. » Émilie secoua la tête, rassemblant son courage, et s'avança pour se tenir à côté de sa sœur. « Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vue, maman, » dit-elle enfin. « Mais on pense à toi tous les jours. » Alexandre sentit une boule dans sa gorge. Il avait répété dans sa tête ce qu'il voulait dire, les mots qu'il voulait partager avec Sarah. Mais maintenant qu'il était là, devant sa tombe, avec ses filles à ses côtés, tout semblait inadéquat. « Les filles ?» commença-t-il après un moment. « J'ai écrit une lettre pour votre mère. Vous aimeriez l'entendre ?» Les jumelles hochèrent la tête, s'asseyant sur le petit banc de pierre installé à côté de la tombe. Alexandre sortit une enveloppe de la poche de son manteau, l'ouvrit soigneusement et déplia une feuille de papier manuscrite. « Chère Sarah, » commença-t-il, la voix stable malgré l'émotion. « Cela fait de nombreuses années que nous ne nous sommes pas parlé. Trop nombreuses. Quand nous étions jeunes, tu m'as sauvé de plus de manières que je ne pourrais jamais compter. Tu m'as donné à manger quand j'avais faim, un abri quand je n'avais nulle part où aller, et de l'espoir quand tout semblait sans espoir. » Alexandre fit une brève pause, jetant un coup d'œil aux filles qui écoutaient attentivement. « Je t'ai promis que je ne te laisserai jamais tomber. Mais j'ai rompu cette promesse. J'ai construit une vie de succès et j'ai oublié la personne qui l'avait rendue possible. Il n'y a aucune excuse pour cet abandon, seulement un profond regret que je porterai pour toujours. » Sophie tendit la main et prit celle d'Émilie, un geste instinctif de connexion alors qu'elles entendaient des mots
qu'elles ne comprenaient pas entièrement, mais sentaient qu'ils étaient importants. Le destin, ou peut-être ta main invisible, a guidé tes filles jusqu'à moi. Émilie et Sophie m'ont appris ce qui compte vraiment dans la vie. À travers elles, j'ai redécouvert des parties de moi-même que j'avais oubliées, la capacité de rire sans retenue, de m'émerveiller devant de petites découvertes, d'aimer inconditionnellement. Alexandre prit une profonde inspiration avant de continuer. Maintenant, j'ai une nouvelle promesse à faire. Je n'échouerai plus. Je promets de prendre soin de tes filles comme si elles étaient les miennes. En fait, dans mon cœur, elles le sont déjà. Je promets de les élever avec les valeurs que tu chérissais, la gentillesse, le courage, l'intégrité et la générosité. Je leur raconterai des histoires sur toi tous les jours, pour qu'elles n'oublient jamais la femme extraordinaire qui était leur mère. Il leva son regard vers le ciel bleu un instant, rassemblant la force pour ces derniers mots. Où que tu sois, j'espère que tu peux voir ce que nous construisons, une famille, un foyer, une vie remplie d'amour. C'est le moins que tu méritais, et c'est ce que tes filles auront toujours. Avec un amour et une gratitude éternelle, Alexandre. Quand il eut fini, le silence plana sur eux comme une douce couverture. Émilie fut la première à le rompre. « Maman aimerait cette lettre, dit-elle avec confiance. Elle disait toujours qu'il faut dire aux gens qu'on les aime, avant qu'il ne soit trop tard. » Alexandre sourit à travers les larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Elle était très sage. Sophie ouvrit son dossier de dessin, les étalant devant la pierre tombale. « On a fait ça pour toi, maman, expliqua-t-elle. Celui-ci, c'est notre nouvelle maison avec Alex. Et celui-là, c'est ma chambre. Celui-ci, c'est nous au parc, à vélo. » Chaque dessin représentait un moment de leur nouvelle vie ensemble, coloré et plein d'illustrations étonnamment détaillées pour des enfants si jeunes. Le dernier dessin, réalisé conjointement par les jumelles, montrait 3 silhouettes se tenant la main devant une maison, avec une 4e silhouette souriant depuis le ciel, entourée d'étoiles. « C'est toi qui nous regardes, » dit Émilie en montrant la silhouette dans le ciel. « Alex dit que tu veilles toujours sur nous. » Alexandre s'agenouilla entre les filles, passant un bras autour de chacune. « On peut venir ici quand vous voulez pour parler à votre mère, » dit-il. « Et on peut lui parler tous les jours, où que nous soyons. » « Elle peut vraiment nous entendre ?» demanda Sophie en regardant le ciel avec des yeux pleins d'espoir. « Je crois qu'elle le peut, » répondit Alexandre. D'une certaine manière, les gens qu'on aime nous entendent toujours. Ils restèrent un moment de plus, les filles racontant à leur mère leur nouvelle routine, leurs amis à l'école et toutes les choses qu'elles apprenaient. Alexandre regardait avec admiration avec quelle naturalité elle parlait, comme si Sarah était vraiment là, à l'écoute. Quand le vent se fit plus froid, il suggéra de rentrer à la maison. Les filles dirent au revoir avec des baisers envoyés vers la pierre tombale, promettant de revenir bientôt. Sur le chemin du retour, Alexandre regardait Émilie et Sophie dans le rétroviseur, chuchotant entre elles comme elles le faisaient toujours. La visite au cimetière avait été intense émotionnellement, mais aussi étrangement libératrice, comme si un cercle s'était enfin refermé. En conduisant le long de la rue bordée d'arbres menant à son hôtel particulier, Alexandre réfléchit à tout ce qui avait changé au cours des derniers mois. La maison qui ne représentait autrefois que sa réussite financière avait été complètement transformée. Peu de temps après avoir obtenu la garde permanente, Alexandre avait fait appel à des architectes et des décorateurs pour réimaginer les espaces. « Moins musée, plus maison », leur avait-il demandé. « Je veux que ce soit un endroit où les enfants peuvent courir, jouer et grandir heureux. » La transformation était remarquable. Le salon formel, autrefois dominé par des meubles de créateurs et des œuvres d'art exclusives, avait maintenant des canapés confortables avec un tissu résistant aux taches, une grande table basse pour que les filles puissent dessiner et faire des puzzles, et des étagères basses remplies de livres pour enfants et de jeux. La cuisine gastronomique, qu'ils n'avaient presque jamais utilisée auparavant, était maintenant le cœur de la maison. Alexandre avait appris à cuisiner des plats simples que les filles aimaient, et le dimanche, ils faisaient des crêpes ensemble, remplissant l'air de rire et du désordre inévitable de la farine partout.
L'ancien bureau du rez-de-chaussée, autrefois un sanctuaire intouchable, était maintenant une salle de jeux et d'études colorées. La moitié de l'espace avait des étagères, une petite table et des chaises pour les devoirs. L'autre moitié abritait des jouets, une maison de poupées sur mesure modelée sur l'hôtel particulier et un coin lecture confortable avec des coussins de sol. Même sa chambre avait changé. Les jumelles apparaissaient fréquemment les matins de week-end, sautant sur le lit et réclamant des histoires. Progressivement, des livres pour enfants, de petits jouets et même des dessins encadrés avaient trouvé leur place dans cet espace autrefois minimaliste. Le jardin, autrefois entretenu avec une précision militaire par des paysagistes professionnels, comportait maintenant une aire de jeu, une petite parcelle où les filles plantaient des fleurs et des légumes, et même une cabane dans les arbres construite dans l'immense hêtre. « Alex, on est à la maison ?» annonça Sophie, le tirant de ses pensées, alors que la voiture passait les grilles de l'hôtel particulier. « Je peux montrer mon nouveau livre à Marie ?» demanda Émilie, se référant à la douce nounou qui les aidait quand Alexandre devait travailler. « Bien sûr, dit-il en garant la voiture. Elle est impatiente de vous voir. Leur routine quotidienne était réconfortante dans sa prévisibilité. Les matins étaient un tourbillon de recherche de chaussettes manquantes, de préparation de déjeuner, de domptage de cheveux rebelles et de s'assurer que tout était dans le bon sac à dos. Alexandre avait complètement réorganisé son emploi du temps professionnel. Il avait délégué de nombreuses responsabilités, refusé de longs voyages et installé un bureau à domicile pour pouvoir travailler pendant que les filles étaient à l'école. Il insistait pour aller les chercher personnellement chaque fois que possible. L'adaptation initiale à l'école avait été un défi. Émilie, toujours plus sociable, s'était rapidement fait des amis. Sophie, plus réservée, avait mis plus de temps à se sentir à l'aise. Alexandre apprit à naviguer dans les réunions parents-professeurs, les projets scientifiques de dernière minute et le monde social compliqué des enfants de 5 ans. Cette nuit-là, après le dîner, les bains et les histoires du soir, Alexandre se tenait à la porte de la chambre que les jumelles insistaient pour partager, malgré leurs chambres individuelles. Elles dormaient dans les bras l'une de l'autre, comme toujours, Émilie tenant Sophie de manière protectrice, même dans son sommeil. En les regardant, Alexandre ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle faillit le renverser. Avant elle, sa vie avait été une série de réalisations professionnelles, de numéros de compte bancaires et d'une solitude qu'il n'avait pas pleinement reconnue. Maintenant, chaque jour apportait de nouveaux défis, de petites joies et des découvertes inattendues. Il avait appris à faire des tresses complexes après avoir regardé des tutoriels en ligne. Il connaissait tous les noms des personnages de leurs dessins animés préférés. Il savait exactement comment couper les sandwichs, sans croûte pour Sophie, en triangle pour Émilie. Il avait mémorisé des berceuses et inventé des histoires de princesses aventureuses qui se sauvaient elles-mêmes. La semaine dernière, lors d'une réunion importante, Émilie avait appelé de l'école avec un mal de ventre. Alexandre avait mis fin à la réunion sans hésitation, stupéfiant les cadres qui le connaissaient comme un homme d'affaires implacable. « Ma fille a besoin de moi », avait-il simplement dit, réalisant en prononçant ces mots à quel point son monde avait profondément changé. L'hôtel particulier, autrefois silencieux, était maintenant rempli des bruits de la vie. Rires, pleurs occasionnels, musique pour enfants, les pas pressés de 2 filles énergiques, et leur conversation sans fin dans un langage privé que seule elle comprenait vraiment. Alexandre remonta la couverture sur les filles et sortit doucement dans le couloir. Là, il s'arrêta devant une photographie encadrée. Sarah a 16 ans, souriant à l'ombre d'un arbre. À côté, une photo récente des jumelles sur la balançoire du jardin, arborant les mêmes sourires lumineux que leur mère. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Alexandre Lemaire sentit qu'il était exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il devait faire. L'empire financier qu'il avait construit, les distinctions professionnelles, tout cela semblait secondaire maintenant. Sa véritable richesse dormait dans la pièce voisine, respirant doucement, rêvant des aventures de demain. « On s'en sort bien, Sarah, » murmura-t-il à la photo. « Tes filles grandissent fortes et heureuses. Et moi, j'apprends enfin ce qui compte vraiment. » En se dirigeant vers sa propre chambre, Alexandre réfléchit au voyage extraordinaire qu'il avait mené ici, d'un garçon maltraité à un homme puissant mais solitaire, et maintenant
à un père. Car c'est ce qu'il était, quels que soient les documents officiels, apprenant chaque jour l'amour inconditionnel. Sa vie avait maintenant un but qu'aucun succès professionnel ne pourrait égaler. Il avait trouvé sa place dans le monde aux côtés de 2 petites filles qui lui enseignaient chaque jour des leçons d'amour, de courage et d'espoir. Le cercle était complet. La promesse serait tenue, non par obligation, mais par amour. Amour pour Émilie, pour Sophie et pour Sarah, qui lui avait en quelque sorte offert le plus grand cadeau de tous, une famille. Le matin de Noël se leva avec une légère chute de neige, transformant le jardin de l'hôtel particulier en un décor de conte de fées. De délicats flocons de neige dansaient dans l'air avant de se poser sur les branches des arbres, créant une couverture blanche sur tout le paysage. La lumière du matin se reflétait sur la neige, remplissant la maison d'une lueur presque magique. Alexandre se réveilla au son de gloussements étouffés et de pas légers s'approchant de sa chambre. Il fit semblant de rester endormi alors que la porte s'ouvrait lentement et que 2 paires de petits pieds se faufilaient sur le tapis. « Tu penses qu'il est réveillé » chuchota Émilie. « Je ne sais pas » chuchota Sophie en retour. « Il a l'air de dormir encore. On devrait attendre, mais je veux voir sa tête quand il ouvrira notre cadeau. » Alexandre réprima un sourire en les écoutant comploter. Au cours des derniers jours, les filles avaient agi de manière très secrète, échangeant des regards complices et se barricadant dans une pièce pendant des heures, avec des pancartes « Entrée interdite » sur la porte. Marie, la nounou, semblait être dans le coup, les aidant à rassembler du matériel et gardant Alexandre commodément distrait au moment clé. 1, 2, 3, comptèrent-elles ensemble, puis elles sautèrent sur le lit. « Joyeux Noël, Alex !» Il ouvrit les yeux, feignant la surprise, et fut immédiatement enveloppé dans une double étreinte. Les jumelles portèrent des pyjamas de Noël assortis, rouges, avec de petits flocons de neige blancs qu'elles avaient choisis ensemble la semaine précédente. « Joyeux Noël, mes princesses !» répondit-il en les serrant dans ses bras. « Le Père Noël est déjà passé ?»« Oui !» crièrent-elles à l'unisson, les yeux pétillants d'excitation. « Il y a des tonnes de cadeaux sous le sapin. Mais, ajouta Émilie avec un air sérieux, il y a un cadeau spécial qui n'est pas du Père Noël. C'est de nous à toi. Et tu dois l'ouvrir en premier avant tous les autres, dit Sophie de manière décisive. Alexandre s'assit, sincèrement curieux. Un cadeau de vous ? J'ai hâte de voir ça. Sophie courut à la porte et revint en tenant un paquet rectangulaire enveloppé dans du papier rouge brillant, légèrement froissé sur les bords et scotché à divers endroits, signe certain que les filles avaient fait l'emballage elles-mêmes. Émilie ajusta les oreillers pour qu'Alexandre puisse s'asseoir confortablement. « Tu dois d'abord lire la carte, » ordonna-t-elle en lui tendant une enveloppe couverte d'autocollants colorés. Alexandre ouvrit l'enveloppe, ressentant une étrange vague d'anticipation. À l'intérieur se trouvait une carte faite à la main avec des dessins de 3 bonshommes allumettes, un grand et 2 petits, entourés de cœurs et d'étoiles. À l'intérieur, d'une écriture enfantine soigneusement pratiquée, il était écrit « Cher Alex, joyeux Noël, tu es le meilleur papa du monde, avec beaucoup d'amour, Émilie et Sophie. » C'était la première fois que les filles écrivaient « papa » pour lui. Elles avaient recommencé à l'utiliser occasionnellement, en parlant, mais voir ce mot par écrit, si soigneusement calligraphié, remua quelque chose de profond en lui. « C'est magnifique, » dit-il, la voix tremblante. « Merci, les filles. »« Maintenant, le cadeau, » insista Sophie en lui poussant le paquet dans les mains. En faisant attention à ne pas trop déchirer le papier, qu'elles avaient manifestement emballé avec beaucoup d'efforts, Alexandre ouvrit le cadeau. C'était un cadre photo fait à la main, décoré de coquillages, de boutons colorés, de paillettes et de petites pierres brillantes. Une véritable œuvre d'art d'enfant. À l'intérieur se trouvait une photo de Sarah, la même que les filles gardèrent avec leur cahier de souvenirs. Sous la photo, il y avait une petite carte avec un texte soigneusement écrit, probablement avec l'aide de Marie. « Maintenant, c'est toi notre ange. » Alexandre sentit les larmes se former avant même que le sens ne s'impose pleinement. Les filles le regardaient avec anxiété, attendant sa réaction. « Tu pleures parce que tu n'as pas aimé, »
demanda Sophie, inquiète. « Non, ma chérie, répondit-il en la serrant contre lui. « Je pleure parce que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie. Marie a dit qu'on pouvait te donner la photo de maman, expliqua Émilie. Parce que maintenant, tu fais partie de notre famille aussi. Et maman a toujours dit qu'un ange viendrait pour nous, ajouta Sophie. Et tu l'as fait. Alexandre ne put retenir ses larmes maintenant. Il serra les deux filles contre sa poitrine, submergé par une émotion qui semblait monter d'un endroit profond en lui, un endroit dont il ignorait même l'existence avant l'arrivée d'Émilie et Sophie dans sa vie. « Vous deux, vous êtes les plus beaux cadeaux que je pouvais recevoir, » réussit-il enfin à dire. « C'est moi qui devrais vous remercier tous les jours. » Les filles sourirent, satisfaites que leur cadeau ait eu l'impact qu'elles souhaitaient. « On peut ouvrir les autres cadeaux maintenant » demanda Émilie, l'espoir brillant dans ses yeux. Alexandre rit, s'essuyant les larmes. « Bien sûr qu'on peut. Allons voir ce que le Père Noël a apporté. » Ils descendirent tous les trois, main dans la main, Alexandre au milieu, une jumelle de chaque côté. L'énorme sapin de Noël au centre du salon était entouré de cadeaux colorés, certains emballés de manière experte par le personnel du magasin, d'autres avec la touche personnelle d'Alexandre, qui avait insisté pour emballer lui-même certains des plus spéciaux. Pendant que les filles se précipitaient avec empressement vers le sapin, Alexandre plaça le cadre photo fait à la main à une place d'honneur sur la cheminée. La photographie de Sarah semblait observer la scène avec un sourire serein, comme si elle approuvait ce qu'elle voyait. Il pensa à quel point sa vie avait radicalement changé en moins d'un an, d'un dirigeant solitaire dans un hôtel particulier froid et impersonnel à un père. Le mot le surprenait encore parfois comme un nouveau manteau qui a besoin de temps pour s'ajuster parfaitement. Là, en regardant Émilie et Sophie déchirer leurs cadeaux avec des exclamations joyeuses, Alexandre Lemaire réalisa qu'il avait trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, l'amour et une famille. Tout l'empire financier qu'il avait construit, les acquisitions, les investissements, rien de tout cela ne se comparait au trésor qu'il possédait maintenant. « Alex, viens voir !» appela Sophie en brandissant d'une nouvelle poupée. « Elle me ressemble ?»« Exactement comme toi », acquiesça-t-il en les rejoignant sur le sol, au milieu du papier d'emballage déchiré et des rubans colorés. La neige continuait de tomber dehors, recouvrant le monde d'une couverture blanche. À l'intérieur de la maison, maintenant réchauffée, non seulement par la cheminée, mais par l'affection qui remplissait chaque coin, Alexandre, Émilie et Sophie formaient leur propre petit univers. Un univers construit à partir de pièces improbables, un homme d'affaires solitaire et deux fillettes orphelines qui s'emboîtaient pourtant parfaitement. La vie leur avait donné une seconde chance, un nouveau départ. Et alors qu'il jouait avec les filles en ce matin de Noël, Alexandre sut avec certitude, au plus profond de son âme, que ce n'était que le début d'un merveilleux voyage pour eux trois. Un voyage que, où qu'elle soit, Sarah observait avec approbation. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.